Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 13, très spécial. On est en direct du Jab, donc jeu au bout. Là, on est juste après le dîner. C'est assez calme encore, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent capoter un peu autour de nous, mais on va essayer de garder ça le plus clair possible. Je suis Simon et comme l'habitude, je suis en compagnie du Rasputin du jeu, l'homme au gros bâton qui chasse les démons en Sibérie, Jean-François. Salut JF. Salut Simon, ça va bien? Oui, ça va toi? Oui, ça va. Oh oui, et en fait, on fait pas un épisode au Jab pour le plaisir. Pas comme pour ça. rien, c'est pas pour rien qu'on fait ça au Jab. On accueille aujourd'hui un invité bien spécial. En fait, l'une des personnalités les plus connues, les plus appréciées et les plus controversées du jeu au Québec. Il repousse les limites de la connaissance et il est le seul historien répertorié officiellement du jeu à ce jour. Ah oui? Bibliothécaire, animateur au Randolph, historien, professeur de design, de game designer et bien entendu le co-auteur de Québec. Notre invité a joué à tous les jeux du monde et en possède probablement plus de la moitié, même s'il n'existe pas encore. À une époque, il a même été un idole pour JF et moi. On était comme des jeunes filles devant un spectacle des Backstreet Boys face à lui et on a toujours été assez émerveillés face à ça. Et bien entendu, c'est un joueur invétéré et un expert en jeu de marde. Mais bon, ça fait de lui aussi quelqu'un de très diversifié. Personnalité subtile, spéciale, unique. C'est clair que notre invité ne vous laissera pas indifférent aujourd'hui. Il s'agit de Monsieur Pierre Poisson-Marquis. Bonjour. Salut Pierre, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Je comprends maintenant pourquoi vous dites que vos invités sont un peu nerveux avant de faire vos émissions. Alors, belle et belle réputation. Ouais, avec des intros fixées comme ça, on peut pas faire autrement. Je pense qu'il faut vivre sous la pression après. Magnifique. Donc, c'est toujours le but ici. Nous, on ne reçoit que des gens exemplaires et exceptionnels. Et, Ils sont prêts à supporter la pression comme ça. Ouais. Ouais, et qui vivent à la hauteur de leur réputation et on ne coupe rien au montage, hein, donc c'est important de le savoir. Bon, puis les tests ont été passés, les invités après ont survécu à la pression que vous avez... Il y en a quelques-uns que ça a un peu, peut-être un peu entaché leur carrière, mais il y en a d'autres que ça les a vraiment aidés. Donc c'est un genre de 50-50, un pari Ouais, si on c'est tout veut. ou rien quand tu penses à la Tout ou rien. Exactement, c'est ça. En fait, on va commencer quand même classique là, avec un petit tour de table. On est au Jab, on a tous joué à plein de jeux. Ça fait comme 20 heures qu'on joue juste à des jeux sans arrêt. On a peut-être dormi 3 heures chaque. Jeff, t'as peut-être quelque chose que t'aimerais nous parler, un jeu que t'as joué? Ben oui. Je me doute bien. Hein? Ah oui, tu t'en doutes bien. Hier, on a eu la chance, en fait, j'ai eu la chance d'essayer pour la première fois le jeu ReWorld. Alors, c'est un jeu absolument magnifique que tu nous avais déjà parlé dans le passé, ça me tentait beaucoup d'essayer. C'est un jeu de Wolfgang Kramer et de Michael Kessling, un jeu qui est sorti l'année passée, là, si je me rappelle bien, donc assez récent quand même comme jeu. Un jeu en deux phases. Première phase, on va charger notre vaisseau de modules dans le but d'aller en fait, coloniser une planète et essayer de créer des villes et placer le plus d'industrie dans ces villes-là. Mais c'est vraiment un jeu en deux phases, dans le sens que la première phase, on va remplir notre vaisseau, et la deuxième phase, on va décharger notre vaisseau. Donc, on ne revient jamais dans la première phase de jeu. C'est une des grandes particularités du jeu aussi, il faut dire, bon, thématique, espace, super intéressant. Super cool. Hein? Un beau petit jeu de planification, parce que tu dois planifier l'achat de tes modules, tu dois un peu le planifier un peu à l'inverse, c'est-à-dire que les premiers modules que tu vas acheter, ça va être souvent les derniers que tu vas pouvoir placer. Évidemment, les différents types de modules ont des restrictions de placement, tu essaies de bien coordonner tout ça. Un jeu que j'ai beaucoup apprécié, que je me referais bien une partie là, assez rapidement si j'en avais l'occasion. Donc c'est un jeu, je pense qu'il a passé un petit peu sous les radars. Jeu peut-être, toi je sais que tu trouves magnifique, mais un peu particulier quand même. Ouais, il est peut-être un peu old school, mais en plus c'est tellement bon que tu parles de ça parce qu'en réalité la première fois que j'ai joué c'est Pierre qui est avec nous ici aujourd'hui qui nous l'avait présenté. Ah ouais. Et il nous avait dit c'est grâce à moi que ce jeu-là a été acheté puis qu'on peut y jouer maintenant parce que sinon justement ce jeu-là quand tu le regardes t'es comme ok je vais-tu vraiment jouer à ça, tu prends pas le temps de regarder c'est qui les auteurs, t'es comme à la limite c'est un gars de 80 ans qui l'a fait. Donc mais c'est exceptionnel hein. Je me souviens pas exactement d'avoir dit ça. Peut-être
Ouais, je pense que je me souviens d'avoir dit c'est grâce à moi. Ouais. Je me souviens pas du C'est reste. ton genre de phrase, en tout cas. Ouais, ouais. Oh non, le gars de 80 ans, ça c'était un ajout personnel, je te paraphrasais, mais encore une fois, félicitations parce que c'est un jeu justement qu'on va pas voir souvent, j'ai l'impression. Non, c'est ça, exact. Il est vraiment passé sous le radar. On le verra probablement pas ben en boutique, malheureusement. Je suis pas sûr qu'il va être tant distribué au Québec, mais ça vaut la peine si jamais de tomber sur une Dommage, copie quand de... même, parce que c'est deux auteurs qui sont. Je veux dire, ils n'ont juste aucune présentation à faire, ces deux auteurs-là. Ben, C'est les c'est auteurs ça. les plus récompensés de l'industrie du jeu. Et ça montre, en fait, un jeu comme ça montre à quel point l'industrie est tellement rendue compétitive et bondée de nouveaux jeux qu'on arrive même à éclipser des nouveautés de deux noms qui sont C'est ça. vraiment des. Ben oui, valeurs sûres. quand tu vois, quand je vois une boîte marquée Kramer Kessling, je me dis, je vais jouer à ce jeu-là, je suis pas inquiet, là, normalement. Puis, en plus, celui-là, tu sais, c'est pas n'importe quoi, là, dans le sens, je trouve qu'il amène quelque chose d'assez original, assez intéressant, d'assez thématique. Donc vraiment assez particulier comme jeu. Moi, je trouve que c'est une belle réussite. Donc, c'est pour ça que je voulais en reparler là, plus spécifiquement. Ouais, non, mais moi, Puis, c'est un jeu que j'adore, puis t'sais- j'étais vraiment content d'y rejouer hier parce que c'était encore meilleur que dans mes souvenirs. C'est un jeu qui a une belle profondeur, puis qui est très simple malgré Très tout. simple, Quand tu ouais. dis c'est élégant, tu te dis, ah oui, c'est un gars de 80 ans qui l'a fait, magnifique. Oui. Toi, tu te dis, tu sens l'expérience qu'il y a derrière parce que c'est aussi un jeu qui. Moi, ce qui me fascinait, c'est qu'il n'est pas du tout dans les tendances actuelles des jeux qu'on va trouver. Il n'utilise pas des mécaniques qui sont comme classiques des jeux qu'on va voir. C'est quelque chose, je trouve, ça sort de l'ordinaire. Ouais. tu Ben, sais. ces deux phases-là que. Tu sais, non circulaires, si on veut, là. Le fait que tu fais une première phase, puis ensuite c'est fini, tu ne reviens plus. C'est pas le genre de choses qu'on voit beaucoup dans les jeux, puis ça ajoute beaucoup là, au plaisir de ce jeu-là. Toi, Pierre, de ton côté, j'imagine que tu as joué à pas mal de petits jeux dans les dernières heures. Des petits et des gros. Je peux commencer avec un jeu qui s'appelle Mercado, que vous n'avez probablement pas joué encore. C'est comme le Super Mercado ou... Non. Non, ok. Non, mais ça aurait pu. Mais non, absolument pas. Mercado qui fait référence en fait à Marché, qui serait en fait un jeu allemand qui sort chez Cosmos, qui est sorti chez Cosmos il y a à peine un mois en Europe. Il n'est pas encore disponible en Amérique du Nord. C'est un jeu fait par Monsieur Rudiger Dorn, qui est un auteur en fait aussi, qui a fait ses preuves, qui a gagné des prix par le passé avec ses jeux. Et qui est maintenant éclipsé par Kickstarter. Qui est maintenant écrit par Kickstarter, exactement. Et cet auteur-là, en fait, est connu, entre autres, pour avoir fait des jeux autant familiales que plus complexes, comme je pense à Goa, par exemple, qui est un de ses classiques. Ouais. Las Vegas, qui est un jeu de dés que tout le monde aime bien, qu'il a fait aussi. Son Mercado est plus dans la lignée de Las Vegas. En fait, son Mercado pourrait même être dans une réponse de cet auteur-là à l'espèce de succès phénoménal que les jeux comme Splendor et Century Spice Road récoltent. Ok. C'est du même calibre, c'est même de la même longueur, c'est de la même, je dirais, élégance. Ça va même chercher la nouvelle tendance des sacs de choses qu'on pige et puis qu'après ça qu'on va gérer pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est un jeu où on fait un marchand, enfin on fait même pas un marchand, on se promène dans un marché, on fait un bourgeois du 19e siècle qui veut montrer à quel point il est riche. Ah, ça c'est toujours cool. Là. Toujours cool ça. Alors, il va se promener, puis il va regarder les articles à acheter, puis ça va être des articles de luxe, évidemment, ou ça va être du parfum. Puis là, ben, il va aller fouiller dans sa bourse, il va sortir des pièces de monnaie, qui peuvent être des pièces d'argent, d'or, de cuivre. Et il va les placer à différents endroits sur la table pour aller tranquillement, pas vite, acheter les produits, une pièce après l'autre, jusqu'à temps qu'ils atteignent le prix indiqué par le produit. Mais le problème, c'est que les autres joueurs vont essayer de faire ça aussi. C'est le premier qui atteint le prix autour de l'article qui va pouvoir le gagner. Et c'est tout ça. C'est juste ça, en fait. Il y a des affaires assez simples que j'ai pas encore expliqué, ajoutées dans les explications. Mais ça se limite à ça. Ça se résume à ça. Ça a l'air banal, mais ça marche très bien. C'est très... Fait que c'est bon, c'est une recommandation, mais ça c'est très récent. Tu dis les gens n'ont pas encore eu la chance de l'essayer. Ah, vous allez en entendre parler probablement dans 3-4 mois, parce que Ok. ça va arriver ici dans 3-4 mois. En anglais, en français, je sais pas, ça va dépendre probablement s'il y a des éditeurs français de le faire en français. Mais oui, je pense que c'était conseillé. Je pense pas que ça va être un jeu wow. Je sais pas s'il va avoir un succès aussi fort que Splendor ou Century Spice Road,
Mais ça va définitivement être un jeu que beaucoup de joueurs vont pouvoir jouer parce que c'est tellement accessible que vous pourriez jouer à ça en famille avec des gens qui jouent pas à des jeux. Ok, cool. T'as-tu un autre petit jeu peut-être que t'aimerais nous parler ou Alors, écoute, sans aller tout de suite dans ton top 10, là, on va rester dans les jeux plus sympas. Ben, j'ai aussi joué à un autre jeu qui n'est pas encore sur le marché, qui arrive seulement l'année prochaine, qui s'appelle Chronicles of Crime. Qui a été lancé en Kickstarter il y a 2 mois, qui a fait beaucoup parler à cause de 2 choses que ce jeu-là a affichées. C'est 2 choses qui sont en plein cœur des tendances des jeux de société aujourd'hui. Dans les prochaines années, vous allez voir ça. Il y a 2 sortes de jeux que vous allez voir de plus en plus sur le marché. Ceux avec des applications qui vont s'ajouter aux jeux, qui vont être littéralement intégrés. On appelle ça des jeux à réalité augmentée ou des jeux hybrides. Et l'autre tendance, c'est des jeux qui sont, je dirais, jetables. C'est-à-dire des jeux que vous jouez une fois, puis après vous ne pouvez plus jouer. Mais la fois où vous les jouez, l'expérience est tellement imbibante. Et ça vaut la peine. De thème que ça vaut la peine. C'est une expérience que vous allez chérir dans vos mémoires. Ce jeu-là va chercher les 2 tendances ensemble. C'est un jeu de détective où vous êtes des policiers, littéralement, des enquêteurs de Scotland Yard, qui allaient enquêter sur des crimes dans le temps qu'on est aujourd'hui, dans notre époque. Et c'est très intéressant du sens où l'application est excessivement bien exploitée dans le jeu parce que on vous fait vivre littéralement une aventure virtuelle. Mais j'ai vu que ça vient avec des espèces de petites lunettes, que tu peux mettre ton téléphone dessus. Les lunettes, en fait, c'est des loupes que vous placez sur le téléphone pour que vous les placiez juste entre l'écran et vous, pour que vous puissiez voir les détails grossis dans l'écran. Okay. Et l'écran, c'est un 360 degrés en vision. Donc, vous tournez tournez votre tête, vous voyez tout le lieu autour de vous. Et le lieu, évidemment, c'est le lieu du crime. Donc, vous voyez le lieu, là, vous voyez toutes sortes d'objets qui traînent, vous voyez la victime ensanglantée qui est là. Et là, il y a une panoplie de choses que vous pouvez retenir qui vont être associées à des cartes dans le jeu. Si vous voyez, par exemple, un jeu de cartes qui traîne, ben, vous allez voir jeu de société en cartes. Si vous voyez une sacoche, vous allez voir sac à main ou contenant avec objet. Okay. Parce que les cartes vont représenter des catégories d'objets et non pas des objets, parce que chaque scénario utilise les mêmes catégories. Alors, chacune des cartes va aussi avoir un lecteur, c'est-à-dire une espèce de code. Un QR code. Un QR code, exactement. Que vous allez pouvoir lire avec votre téléphone, qui va faire apparaître qu'est-ce que c'est dans votre écran, dépendamment du scénario que vous jouez. Et là, cette chose-là, bien sûr, vous allez la lire pour demander à un de vos associés en forme de personnage dans le jeu, qui peut être un médecin légiste, qui peut être un criminologue. Que eux, tu peux aussi scanner. Puis... Oui, vous scannez par exemple le médecin légiste et le cadavre. Il va te l'analyser. Il va vous dire, bon, de la façon qu'il est mort, c'est comme ça. Et là, ça vous donne un indice sur comment vous pourriez vous diriger dans une piste. Et vous pourriez interroger quelqu'un, et là, vous allez interroger votre criminologue, vous allez vous demander au criminologue, c'est qui cette personne-là? Puis là, il va vous dire, ça, c'est un profil qui peut peut-être être suspect dans ce qu'on essaie de trouver comme coupable. Okay. Et petit à petit, vous faites tous les morceaux de casse-tête ensemble et vous finissez par répondre à des questions à la fin. Si vous avez déjà joué à Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est exactement le même principe. Ok, la fin, tu as une liste de questions, tu réponds à des points en fonction de comment tu as répondu. Puis... Exactement. C'est un co-op aussi. C'est un co-op. En fait, c'est le croisement parfait entre Time Stories et Sherlock Holmes Détective Conseil. Et ça prend le meilleur des 2 jeux. Ça enlève les défauts des 2 autres jeux. Ok. Et là, ben justement, tu parlais des jeux avec des applications, puis les jeux hybrides. C'est un sujet qu'on a souvent discuté à l'émission, puis les gens ont un peu des versions différentes de qu'est-ce que toi tu penses de ça, l'intégrer, mettons, la technologie dans les jeux de société. Là. Ah, moi je trouve ça absolument brillant. Ok, toi t'es vendu à l'idée, tu penses que ça augmente le médium, puis... Ah ben oui, il faut être de son temps quand même. On est de plus en plus dans une réalité, pour pas dire de mauvais jeu de mots, une réalité virtuelle qui va s'intégrer à notre réalité réelle. Nos technologies sont tellement rendues à ce point avancé qu'on n'a plus le choix d'avoir à vivre avec dans toutes les activités qu'on fait à tous les jours. Alors, les jeux de société en font partie. Et c'est un historien qui vous le dit, il faut être de son temps. Donc, très important. Magnifique. Donc, ça, c'est quoi le nom déjà de ce jeu-là? C'est Crime Scene? Chronicles of Crime. Chronicles of Crime. Donc, pour Kickstarter, ceux qui ne l'ont pas Kickstarter, j'imagine que vous allez peut-être avoir d'autres occasions de le trouver éventuellement. Toi, Simon?
Ouais, ben, bien entendu, j'ai joué à plein d'affaires, mais je vais y aller juste, parce que là, juste pour vous mettre en contexte, on est dans la salle au Jab en ce moment qui s'appelle la salle de Zendor, et ça, c'est la salle de Pierre dans laquelle il amène à chaque année, je dirais quoi, une soixantaine, 80 jeux peut-être, qui sont complètement inusités en fait, donc des jeux qu'on n'a jamais vus nulle part. Pierre est reconnu pour avoir une collection de jeux qui est très unique. Et le Jab, pour moi, c'est l'occasion d'essayer des jeux que, justement, on peut pas trouver nulle part ailleurs. Et hier, on a joué à un jeu qui s'appelle Filthy Rich, The 3D Game of Capitalism. C'est un jeu de Richard Garfield. Richard Garfield qui est connu notamment pour King of Tokyo, mais aussi pour Magic. Alors donc c'est un designer qui a un profil assez large. Il a fait plusieurs autres jeux, bien entendu. Mais Filthy Rich, c'est un jeu de 1998. Et le jeu, dans le fond, c'est un cartable avec des sleeves pour les cartes. Donc, tu as 4 pages de sleeves. Et tu vas incarner, dans le fond, quelqu'un qui va poser des affiches publicitaires pour que ta compagnie soit le plus vue possible. Et là, dans le fond, tes affiches publicitaires, c'est des cartes que tu vas mettre dans le cartable. Et là, en tournant les pages, il y en a qui vont être visibles, il y en a qui vont être cachées. Et il y a une espèce de système où là, tes publicités vont payer sur certains roulements de dés. Le concept du jeu il est vraiment cool. Tu ouvres ça, c'est vraiment juste un cartable avec des cartes, tu as des compagnies. Les règles sont écrites dans le cartable. Les règles sont écrites dans le cartable. Tu as plein de compagnies bizarres avec des noms qui n'ont pas d'allure. Il y a peut-être un petit peu de hasard là, dans le sens que c'est un jeu où peut-être il mériterait une petite actualisation au niveau de comment est-ce que l'argent est redistribué. Mais sinon, c'est super original comme jeu, très cool. Pierre, toi, tu peux peut-être nous en glisser un petit mot? Oui, ben c'est un jeu où est-ce que ça joue avec ce qu'on voit. Ouais. C'est les pages agissent littéralement sur comment on fait notre stratégie là-dedans, parce que vu qu'elles se superposent, les pages du cartable sur le plateau, donc les pages vont se superposer les unes sur les autres. Alors quand on insère des cartes, c'est des affiches publicitaires. Donc, qui vont bloquer les affiches publicitaires de d'autres joueurs qui auraient pu être installés en dessous, parce que les pages s'embarquent là-dessus. Et c'est la stratégie dans le jeu, c'est qu'on veut que nos publicités se voient avant celles des autres pour essayer de récolter les bénéfices de ça. L'anecdote de ça, en fait, que j'avais demandé à M. Garfield comment il avait pensé à ça. Et c'est vraiment intéressant. Il se promenait dans les rues d'Hong Kong. Puis il remarquait à quel point dans les ruelles, il était absolument inondé d'affiches publicitaires qui apparaissaient devant lui à gauche et à droite. Puis il n'était pas capable de tous les voir en même temps parce que c'était étroit. Puis il envoyait. Il y en a qui étaient cachés. Il y en a qui étaient cachés, des parties qui étaient cachées par d'autres. Fait qu'il s'est dit, ça me donne une idée de jeu, ça. Puis c'est comme ça qu'il est arrivé avec Filthy Rich. Puis c'est probablement son jeu, je dirais, qui est le plus osé. C'est celui qui sort le plus des sentiers. C'est quand même assez, pas ambitieux, mais original, mais à la limite de qu'est-ce qui est acceptable comme jeu. C'est vraiment un cartable avec des sleeves, il n'y a pas de plateau. Ça doit être un jeu qui doit être dur à trouver maintenant. Là. Ah oui, assurément. C'est un jeu, si tu le trouves neuf, tu vas sûrement payer 150$ pour l'avoir parce que c'est... Ah ouais, ok, c'est un jeu rare. Là. C'est un jeu rare et c'est un jeu créé par une des superstars du monde du jeu de société. Alors, ces deux choses-là combinées ensemble, actuellement, fait élever le prix d'un jeu. Bon, c'était Filthy Rich, The 3D Game of Capitalism. Si vous avez la chance d'essayer ça, je pense que ça vaut la peine. Mais tu sais, tard en soirée, là, parce que toi, JF, tu t'es fait ramasser. Moi aussi, les deux, on s'est fait ramasser. Non, mais c'est un jeu d'hasard, là. Si tes pubs payent pas, ils payent pas, pis t'as pas d'argent, pis tu fais faillite, pis tu sais... bien old school, Monopoly style un peu, mais la partie 3D, c'est l'empilement des c'est comme... Ils mettent full l'emphase dans le jeu sur la partie 3D, mais finalement, il n'y a pas de 3D à part que t'as des pages qui s'emboîtent une par-dessus l'autre. C'est comme un 3D vraiment mince. C'est le 3D des années 90, là, on s'entend. 3D Diablo, là. On n'est pas à la même page, là. Du 2D isométrique, je pense qu'ils disent. Ok, cool. Bon, ben, ça fait le tour de l'actualité. Maintenant, on va passer un petit moment avec Pierre à lui poser quelques questions embarrassantes sur sa vie passée. C'est agréable en perspective, ça. Non, on est là pour te découvrir réellement. Et tu sais, aussi, t'es quand même un invité de marque. Donc, on veut approfondir vraiment la théorie que t'as en dedans de toi. Là, essayer d'en leacher le plus possible dans le temps qu'on a. Bon, ben, allez-y donc. Bon, ben, Pierre, on sait que tu es une personnalité très connue de la communauté des joueurs. Le pimp des jeux! Ouais. Depuis très longtemps.
Selon toi, qu'est-ce qui aurait contribué à cette reconnaissance-là? Est-ce que c'est juste parce que ça fait longtemps que tu joues et que tu connais le monde depuis longtemps? Il y a d'autres aspects peut-être qui feraient en sorte que tu aies une personnalité aussi reconnue dans la communauté? Non, c'est juste parce que ça fait longtemps que je joue et que je connais plein de monde. Ouais, alors, c'est quand vous allez rester quelque part assez longtemps, vous allez faire des contacts, puis vous allez commencer à faire des ennemis et des amis. Ben écoutez, je sais vraiment pas quoi faire. Honnêtement, je cherche à quel point je peux essayer d'être si... en fait, j'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait définir ma notoriété à ce point-là. C'est une combinaison probablement de plusieurs facteurs. C'est peut-être parce que j'ai creusé, je dirais peut-être le sillon assez tôt dans la mode du renouveau d'intérêt du jeu de société au Québec. J'ai fait partie, je pense, depuis 2002-2003. Si ma mémoire est bonne, c'est la première fois qu'on faisait un rassemblement de joueurs en événement pseudo-public à Granby. J'habitais à Granby à ce moment-là, chez mes parents. Et je connaissais un autre collectionneur de jeux qui habitait à Granby, qui avait au moins 150-200 jeux comme moi. Et on s'est dit, ben, peut-être que d'autres personnes au Québec Aiment ça, les jeux. Oui, voilà. Et on était quand même assez sûr que c'était oui, parce que on était tous deux assez actifs sur Internet, sur des forums en France qui s'adressaient à des passionnés de jeux de société. Chose qui maintenant est absolument complètement Autre chose, hein? habituelle et Ouais, même c'est ça. dépassée dans l'habituel. Je dirais c'est une mode maintenant, c'est un mode de vie que de parler sur Internet Le constamment. jeu. Mais à ce moment-là, j'imagine, en 2002, ça 2002, devait être un c'est peu le plus début obscur, du- là, tu sais, Oh, puis oui. un peu plus de niche. là. On était très très marginaux. T'as-tu joué à Filthy Rich? À cette époque-là, je connaissais de nom, Ok. mais je ne l'avais pas encore. Et c'est comme ça qu'on a réuni notre premier groupe. Et comme ça, ben, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment l'intérêt. Et je me suis donné pour mission, à partir de ce moment-là, de faire mousser l'intérêt encore plus. Parce que les personnes qui étaient venues à notre événement avaient tellement aimé ça qu'ils se sont dit, ben, pourquoi on n'a pas ça ailleurs au Québec? Alors, toutes les personnes qui étaient venues à Granby venaient un peu partout. Fait que ça a comme recréé, mettons, des espèces de communautés d'événements un peu partout au Québec à Ouais. cause de ce rassemblement-là. Ça a été comme un rassemblement de pandémie qui a explosé, puis qui a Ouais. fait d'autres rassemblements ailleurs. Un truc de vampire, là. Un truc de vampire. Ouais, ok. Fait que là, ben, je me suis fait un devoir d'aller dans chaque nouveau événement Ah ouais, ok. pour voir qu'est-ce qu'il y allait, pour les guider, en fait. Parce que ceux qui étaient là à faire ces événements-là, c'était leur première fois. Fait que je leur donnais L'expérience que t'avais eue. l'expérience qu'il y avait, puis je leur donnais des conseils pour savoir comment que ça pourrait être un succès. Puis en même temps, ben, bon, mêlé à ça, comme je dis qu'il y a d'autres facteurs, c'est sûr. Je pense que peut-être ce qui a aidé à ma notoriété, c'est le fait que je m'intéresse pas seulement aux jeux, je m'intéresse à tout dans les jeux de société. Donc, je vais beaucoup plus m'intéresser, je vais pas me contenter en fait de jouer à un jeu, d'aimer ça, puis d'acheter d'autres jeux, puis d'aimer ça. Je vais littéralement manger tout ce qu'il y a comme informations qui vont orbiter autour des jeux de société. Et je vais aller beaucoup, beaucoup plus loin que jouer aux jeux de la dernière mode. En fait, je vais tout le temps aller dans les sentiers où les autres ne veulent pas aller, où ils n'ont juste pas la passion ou l'intérêt ou le temps de faire pour faire ça, parce que, bon, je sais pas, écoute, ça arrive comme ça. Quand t'es fucké, t'es fucké. Quand t'es fucké, t'es fucké. Alors, puis avec ça, ben, est venu aussi d'autres choses qui sont ajoutées. J'ai créé un jeu, fait que ça m'a aidé aussi je l'ai fait éditer aussi, évidemment. Un vrai jeu, là. Un vrai jeu, exactement. Donc, quand Québec est sorti en 2011, ben, ça a comme encore plus rajouté une autre corde à mon arc. Puis, ben, c'est ça, je dirais. Je pourrais aussi penser à d'autres facteurs, mais Non, mais je pense que c'est quand même une belle vision. Ça montre que t'es un gars qui est diversifié dans le monde du jeu. T'as touché à plusieurs choses. T'es là depuis longtemps, mais tu t'es aussi impliqué à plein de moments. Oui, bah oui, tu sais. c'est vrai, Puis c'est ça. ça. C'est comme, Ouais, c'est quand même important. je là, pense tu que sais. l'implication, effectivement, c'est c'est le mot-clé, en fait. Je me suis impliqué parce que j'ai participé à peu près tout ce qu'il y a d'événements ludiques au Québec. J'ai co-créé les 3 listes.
j'ai été le premier à gagner le concours des plateaux d'or à Québec. Puis après ça, ben, je me suis impliqué dans le jury après ça. Je suis dans le jury depuis maintenant 4-5 ans. J'ai quoi d'autre? Mon Dieu, Multiples j'ai achievements. le Randolph. Écoute, le Randolph, faut que je vous dise que le nom du Randolph, c'est moi qui l'ai trouvé. On a de l'information, des grosses coupes. Oui, ça, je t'attends pas dans tes Ça, informations. on coupe rien au montage. Ouais, si tu veux couper ça au montage, tu peux le faire. Mais je peux te dire, officiellement, tu pourrais demander à Joël, un des propriétaires, il va te dire, oui, c'est moi qui ai donné l'idée que ça s'appelle Randolph. Non, mais c'est ça, t'as été impliqué de façon tentaculaire dans plein d'affaires différentes, puis tu sais, t'es passionné du jeu, ça paraît. Là, Oui, parce que c'est pas le domaine que tu fais ça pour vraiment. Oui, là, on est là, tu sais, t'es connu pis tout, mais quand tu marches dans la rue, c'est pas nécessairement. Y a pas nécessairement des gens qui t'arrêtent pour te dire ah, c'est le gars des jeux. Non. Fait que c'est comme. C'est une passion, là, au final. C'est une passion, effectivement, c'est ça. Tu parlais de l'événement qui se passait à Granby. Si je ne me trompe pas, cet événement-là existait un petit peu avant les jabs. Et est-ce que tu nous en parlais un petit peu comment... est-ce que toi, tu as été impliqué au début des jabs? Est-ce que ça a été impliqué un peu à cause de Granby? Ou je sais que l'événement à Granby n'existe plus en ce moment. Oui. Excuse-moi, j'ai oublié le début de ta question. Ben, dans le fond, je veux savoir, est-ce que l'événement de Granby a influencé un petit peu la création des jabs qui est depuis, je ne sais pas combien de temps, 13 ans, 10 ans? Oui, les jabs sont à leur 13e édition. Mais je dirais que les jabs, c'est un événement c'est devenu le plus gros événement au Québec du genre. Parce que il y a plusieurs choses dans les jabs que les joueurs passionnés adorent. La bouffe. La bouffe, bien sûr. On aime tous la bouffe des jabs, tellement représentative de ce qu'un joueur passionné doit suivre comme régime lorsqu'il joue à des jeux de société, c'est-à-dire manger le moins bien possible. Mais sérieusement, en fait, les jabs sont arrivés quand Granby était déjà à mi-chemin, parce que Granby, je pense qu'il y a eu 10 événements, pour ça qu'ils ont arrêté. Et les jabs sont arrivés à partir de 2007. Et c'était un tout petit groupuscule qui avait parti ça. Pas si groupuscule que ça. Mais on les a rencontrés éventuellement. Et moi, quand j'ai su l'existence de ça, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il en était. Et là, j'ai vu les lieux. Et j'étais déjà en train de m'occuper d'un autre événement ludique dans le nord-est de Montréal, dans le coin de l'île Bizarre. Et les Cèdres, je faisais des fêtes de semaine ludiques de les Cèdres pendant le printemps là-bas. Et là, je me suis dit, ben, les Cèdres et les jeux au bout qui se déroulent à Churchill dans un camp qui s'appelle le camp Bout-en-Train, dans un camp de vacances, ça a beaucoup de similarités. C'était des événements qui se ressemblaient un peu déjà? Oui, ça avait lieu dans des endroits un peu isolés dans la nature où est-ce qu'on fait une escapade, mais pas pour se promener dans la nature, mais juste pour s'enfermer à jouer des jeux de société. Puis absolument prendre 0 goutte de vitamine C. Mais des fois, il y a des oranges, non? Ah, c'est oui, la vitamine D, ça? C'est la vitamine C, là. Ah, ok. Mais la vitamine D, non, pas question qu'on prenne la vitamine D quand on va au job, là. Hors de question qu'on aille prendre des bains de soleil. Bref, c'est ça. Et c'est comme ça que quand j'en ai parlé à beaucoup de gens après pour essayer de... Parce que c'était ça le problème des jeux au bout. Les gens étaient plus ou moins intéressés parce que la publicité était plus ou moins faite. Et les gens qui se regroupaient, c'est des gens qui se connaissaient entre eux. Il y avait déjà une gang, dans le fond, qui était faite. Puis ils n'étaient pas plus intéressés que ça à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller s'isoler. Ouais. Parce qu'il faut dire que c'est quand même à 1h15 de route de Montréal. Mais petit à petit, j'en ai parlé à tout le monde qui faisait des organisations ludiques, de jeux de société. Et tout le monde est venu faire son tour au jab et tout le monde est tombé en amour avec la place. Et puis là, ben, c'est devenu ce que c'est. C'est 600 personnes qui viennent. Sur 2 fins de semaine. C'est le seul événement ludique qui se fait sur 2 fins de semaine. Ben, c'est ça. Ouais, puis en plus, toi, t'es ici, t'es genre un des rois du jab. T'as une salle à ton nom, t'as un quiz à ton nom, tout le monde te connaît. Ouais, bien malgré moi, effectivement. C'est pas parce que je l'ai demandé, c'est vraiment parce que je me suis simplement proposé pour... quand les organisateurs m'ont dit « Hey, ce serait le fun qu'on fasse un quiz, vu que tu connais tellement de jeux de société que personne d'autre connaît, ben, ce serait le fun que tu fasses un quiz pour tester à quel point les autres peuvent en connaître aussi. » J'ai dit « Ouais, c'est intéressant. » Puis ben, c'est devenu carrément une tradition.
Puis ma salle aussi. Ma salle, au début, écoute. Ça, c'est juste dans le fond, toi t'amenais des jeux, mais à un moment donné, ça a commencé à créer, j'imagine, une espèce d'engouement. Où, Ça a là, commencé avec Agricola, je te dirais. L'année où Agricola est sorti. fait que dans le temps, c'était la salle de Zendor, c'était Agricola. Oui. Maintenant, c'est des jeux où t'as des genres de poubelles sur roues électroniques qui se déplacent dans lesquelles tu lances des petits papiers. C'est exactement ça. Ou des jeux où tu essaies de pas marcher sur des cacas. Ou des jeux où tu essaies de pencher sur des cacas. Ouais. Ça a bien évolué, hein. Oui, il faut faire évoluer Faut ça. se renouveler, c'est important. Exactement. Rester à Être jour. off tendance. Faut être être resté off à tendance. jour. Faut être de son temps, c'est un historien qui nous le dit. Exact. Voilà. Oui. Ben, dans le fond, c'est ça qu'on disait. Dans le fond, t'es reconnu pour cette collection de jeux de marde qu'on appelle. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous définir c'est quoi un jeu de marde selon toi, Pierre? Ça dépend de tout le monde, ça. Agricola est le premier jeu de marde dans la collection de Pierre, Oui. si j'ai bien compris. Là, Ah oui, j'ai ça peut-être prend- raté un bout. Là. Ben écoute, ça prend du fumier pour faire engraisser nos champs. Ah, bien dit. Non, en fait, Agricola n'est pas un jeu de marde, ça va de soi. Agricola, quand je parlais d'Agricola tantôt, c'est simplement parce que c'est un jeu qui était en allemand au début. Ah oui, qui venait de sortir. Qui est était sorti pas connu. et qui a à peu près 200-300 cartes avec du texte. Et là, ben, à la blague comme ça, il y a des gens qui disaient Hey, c'est le fun d'avoir Agricola pour les jobs. Ça venait à peine de sortir à SN, c'était pas encore traduit. C'était à une époque aussi, 2007, où les jeux traduits en français, ça prenait au moins 1 an, 2 ans avant de les avoir. Ouais, c'est pas comme maintenant. Là. Alors là, ben, il y en a un qui a dit Ah, ce serait drôle qu'on puisse jouer à Agricola, mais il n'y a jamais personne qui va faire ça. C'est quelqu'un qui est prêt à traduire 300 cartes pour un jeu. Ben, je l'ai fait. Un gars impliqué, on vous l'a dit, là. impliqué. C'est ça, là, sa qualité numéro 1. Puis j'ai amené le premier Agricola, je dirais, je pense, en français. Est-ce que t'avais slivé les cartes, puis t'avais Ouais. imprimé les règles, puis t'avais Ouais. mis en dedans, puis... Ouais. OK. Alors, et tout le monde a joué à Agricola, et tout le monde a absolument... Tout le long de la fin de semaine, c'était le jeu, puis... Ça faisait partie des jeux. Et là, à partir de ce moment-là, ben, tout le monde a voulu que je refasse la même chose chaque année. Puis là, j'amenais des nouveautés, puis des nouveautés, des nouveautés. C'est une nouveauté qu'on ne pouvait pas avoir ici, Ok. ou qu'on avait, mais beaucoup plus tard. Difficilement à voir, ouais. Puis les jeux de marde, ben, c'est ajouté à ça. Parce que comme je suis quelqu'un qui va aller chercher des jeux que personne ne va acheter, ça inclut des jeux de marde. Et quand on parle de jeux de marde, justement, c'est des jeux que personne ne veut jouer parce que justement, ben, il y a absolument rien là-dedans d'intéressant. Et c'est garanti que vous allez sortir de la table et vous allez avoir trouvé que vous avez perdu votre temps. Mais en même temps, C'est ça le concept. c'est ça le concept. Mais en même temps aussi, c'est le fait que les jeux de marde, souvent, vont proposer des concepts que vous n'avez jamais vus dans d'autres jeux. Des concepts éclatés qui fonctionnent peut-être plus ou moins bien, mais au qui moins, méritent quand même d'être analysés Le un mérite petit est peu. là. Moi, je trouve que ça vaut la peine de se pencher sur la personne qui a osé créer une idée, même si elle est mal exécutée en jeu. Au moins, ça sort des traditionnels jeux où est-ce que vous jouez une carte pour avoir des cubes, pour échanger des cubes, pour avoir des points. Ils ont osé. Ils ont osé faire plus que ça. Puis ça mérite qu'on ait au moins assez de décence pour leur rendre hommage à ces personnes-là, puis jouer à leur jeu. Parce qu'ils se sont forcés, eux. Ils ont pris des risques. Alors nous, on devrait leur rendre hommage et leur accorder quelques minutes dans notre vie pour leur dire merci d'avoir pensé à sortir des sentiers battus. C'est un beau message, en fait. Hein. Je suis ému face à ça. Ouais. Moi, il y a des jeux qui ont un peu de reconnaissance, tu sais. Ouais, non, parce que. Ouais, Tu sais, tu dis ça, mais en plus, c'est que c'est pas juste un auteur, là, souvent. Là, c'est quelqu'un qui a édité le jeu, un Oui. dessinateur qui a travaillé sur le jeu, Oui. un distributeur qui a décidé de le prendre. Donc, c'est beaucoup de gens qui ont pris des risques pour faire un jeu aussi terrible. Exactement. Puis les jeux de marde aussi, ça inclut des jeux vraiment niaiseux à soi. Là. Les Oui, jeux- genre des petits jeux un peu stupides qui sont pas nécessairement mauvais, là, qui sont Non. juste drôles puis qui n'ont aucune prétention Absolument. d'être autre chose. Des que jeux ce pour enfants qui vont être 4 ans et plus, mais que les adultes vont se faire du fun noir avec. Comme justement, on parlait tantôt de marcher dans la merde, littéralement, comme un nouveau jeu qui vient de sortir par Hasbro qui s'appelle Don't Step in It, avec un tapis sur lequel on marche les yeux bandés, puis il faut pas piler sur des gros caca de chien en plat de modeler. J'ai une photo de lui en train de faire ça hier soir avec un bandeau. Ouais. Il a évidemment marché dans du caca. Oui, Ben, ça, c'est le plaisir. c'est le plaisir, c'est sensuel un jeu aussi. Ouais, mais tu sais, ça me rappelle tout le temps Pie Face. Ah Tu oui. sais, Pie Face, là, la première fois que je jouais, c'était avec toi, puis c'était
il y a 4 ans pratiquement. Là. C'était Ouais. avant que maintenant le jeu ce soit ah oui, Pie-Face Duel, puis tout le monde veut jouer à Pie-Face. Il y a puis eu tout ça, 1000 tu sais. pubs sur Facebook et tout ça. C'est ça, exact. C'était ça. avant. Donc, tu sais, Pierre, ça reste quand même un avant-gardiste. Mais moi, je vois ça aussi, tu sais, au début, il a amené Agricola, mais là, maintenant, c'est que les bons jeux, tout le monde les connaît, tout le monde les a. Donc, s'il veut se distinguer, il n'a pas le choix d'aller dans des régions vraiment plus obscures du jeu. Les Donc, régions de marde. Donc. les régions de marde. Très foncé, là. Très Je pense foncé. que c'est bien dit. Ben, comme tu es présent dans cet univers du jeu de société depuis longtemps, j'imagine que tu as pu remarquer à quel point le jeu de société a évolué au Québec dans les dernières années. Qu'est-ce qui aurait, selon toi, le plus influencé ce changement d'un rapport au jeu que les gens avant n'avaient moins, puis maintenant le jeu est rendu de plus en plus accessible, le rapport avec le joueur, le jeu est encore de plus en plus proche. Donc selon toi, qu'est-ce qui, dans les dernières années, aurait le plus influencé ce genre de mode-là? Moi, j'aime ça, tes questions, ils sont vraiment genre. Ben, écoute, pour te dire bien simplement, c'est moi. Oh, Euh, on s'attendait à Ah, ça. si On je suis s'attendait à content ça. parce que tout le monde qu'on reçoit ici sont tous humbles, ils sont comme non, moi je suis pas célèbre, moi je suis pas un pimp des jeux de société, j'ai pas un entourage, pis tout ça. Mais là, Pierre lui arrive, pis Ouais, il il dit les vraies l'assume. choses, pis ça j'aime ça. Voilà. Ça j'aime ça. Je suis l'exemple de Mad Men et de Don Draper. C'est ça, exact, c'est le Don Draper Voilà. du jeu, absolument. Exactement. Absolument. Non, en fait, soyons encore sérieux, malheureusement. Ce qui a influencé, ben écoute, je vais te dire quand même que je fais partie des facteurs, bien humblement, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ces fins de semaine ludiques-là, ces gens qui sont super passionnés, qui sont prêts à se réunir à des fins de semaine de jeu pendant 2-3 jours à différents lieux dans le Québec, ben, ces gens-là, écoute, les industries, les gens qui font partie de l'industrie du jeu, les éditeurs, ils trouvaient que c'était absolument rêvé pour eux de faire de la publicité gratuite pour eux comme ça. Alors, c'est bien sûr que ça a encouragé l'industrie à se développer au Québec. Ça a encouragé les boutiques à s'ouvrir un peu plus à la mode qui a commencé en Europe il y a 20 ans et qui vraiment s'est transporté en Amérique du Nord il y a 10 ans. Et nous, ben, on a juste embarqué dans la galère, mais sauf que au Québec, avant que ça commence à venir en Amérique du Nord, on préparait déjà le terrain avec ces rencontres ludiques-là. En créant des communautés de joueurs. C'est ça. Puis, Plus c'est comme ces joueurs-là, après ça, voulaient avoir les jeux, mais ils voulaient les avoir ici, fait qu'ils s'adressent à des boutiques, les boutiques les avaient pas. Puis là, ben, finalement, des librairies comme Renaud-Bré ont commencé à avoir des sections, des pans de murs et de jeux de société. Puis c'est comme ça que finalement, ben, ça a pris son envol. Je dirais aussi que c'est aussi conjointement associé à un élan social qui a décuplé face aux technologies qui sont développées. Technologies qui sont développées parce que, bon, on sait que les technologies sont vraiment rendues collées à nous, qu'on peut facilement lever le nez à notre entourage social juste pour avoir le dérivé sur nos écrans. quelques likes supplémentaires. Quelques collègues supplémentaires, exactement. Fait que ça aide, en fait, à faire des réactions contraires. Les gens cherchent. On va avoir, je pense, inconsciemment, le réflexe d'avoir des nouveaux prétextes pour s'éloigner des technologies, pour éviter d'être aliéné à ces machines-là, puis complètement se déshumaniser de nos aspects sociaux. Et les jeux de société, ben, c'est vraiment le médium idéal pour faire ça. C'est un... Se retrouver autour d'une table entre amis, puis Ben, ouais. avec ton cellulaire que tu checkes avec des petites lunettes. Puis... Ben oui, exactement. au lieu que les technologies viennent t'isoler, tu amènes les technologies sur la table, Oui, puis non, absolument. tu les intègres à ton expérience. Je sociale. comprends, c'est un peu, selon toi, les jeux, la popularité des jeux vidéo qui a fait en sorte que la popularité des jeux de société a augmenté un peu? Je pense que oui, d'une part, parce que la popularité des technologies du divertissement a tellement pris une place énorme dans notre société de consommation que ça a fait, ça peut faire autrement qu'isoler les gens, parce qu'on a beau avoir des jeux en ligne, en jeux vidéo, ça reste que même si vous parlez à travers vos écouteurs puis vos microphones avec d'autres joueurs avec qui vous jouez, vous n'allez quand même pas avoir une expérience sociale comme si vous les aviez autour de la table avec vous. Il n'y a rien comme le non-verbal d'une personne autour de la table pour ajouter une dimension supplémentaire à votre expérience sociale. Et puis, à ça, mais là, ça date, mais je dirais que les événements du 11 septembre 2001 ont aussi contribué à ça. OK. L'événement- Ouais. Ah, ouais.
Mais ça, c'est bon, là. On l'a pas Ça, c'est entendu bon, souvent, là, ça. ouais, Là. exact. Les événements du 11 septembre 2001 ont fait un choc social dans la culture communautaire. Lorsque les Américains se sont fait attaquer par des terroristes et qui pensaient qu'ils étaient inatteignables avant, parce qu'ils pensaient que les guerres se déroulaient toujours dans le vieux continent ou dans le Proche-Orient, mais ils ont réalisé que non. Ils pouvaient être aussi les victimes de n'importe qui dans le monde, au même titre que n'importe quel pays, et que ça pouvait faire mal, très très mal. Et que avec ça, les gens se sont réveillés et se sont dit, parce qu'avant que ça arrive, l'Internet commençait à faire son effet. Et les gens avaient déjà adopté la chambre à coucher comme leur lieu de prédilection de leur maison. Le lieu par excellence pour la bulle isolatoire de l'être humain. Quand les événements du 11 septembre sont arrivés, ça a réveillé un inconscient collectif. Les gens ont voulu se regrouper, devenus plus solidaires. Ils ont voulu vraiment se regrouper à des endroits pour être plus social, pour être plus préparés si jamais il y a d'autres attaques. Mais encore là, c'est de l'inconscient collectif. Là. Mais c'est vraiment des... Wow! Mais les gens ont voulu vraiment s'associer ensemble pour se rappeler qu'ils ne sont pas seuls au monde et qu'ils peuvent se tenir ensemble. Et l'activité a déménagé de la chambre à coucher à la cuisine. C'est la cuisine qui est devenue en fait Le lieu de prédilection des gens. Voilà. On est passé en fait d'un phénomène du cocooning dans la chambre à coucher au nesting. OK, fait que là, toi, ça rentre tout ça dans cette catégorie que le cocooning serait un peu arrêté à ce moment-là pour Ouais. se transformer en nesting. Ouais. Puis, dans le fond, quand même de rester chez soi, mais pas de s'en Mais seul. là, tu es dans la cuisine. OK. Et la cuisine, c'est le lieu social le plus privilégié de la maison. C'est là que tout le monde s'est réuni pour manger. Puis quand tu manges pas, tu peux faire d'autres choses avec ta table. Ouais. Je vois des jeux. Tu joues à des jeux. Puis c'est comme ça que le jeu de société a pris sa place d'une façon phénoménale, qui connaît un âge d'or comme jamais auparavant. Wow, OK, ben là, c'est quand même On deep, n'était pas là. prêts à ça. Non, là, c'est nous qui On avait sommes pas dit maintenant totalement désabusés. On n'avait pas dit que tu étais psychologue aussi, mais on va le rajouter dans la sociologue. Sociologue, c'est ça, exactement. Mais ça, est-ce que c'est une théorie que tu viens d'inventer ou tu y as déjà pensé? J'ai déjà pensé. OK. J'avais déjà été interviewé déjà il y a 12 ans. Puis j'avais déjà cette théorie-là. OK. Puis là, ça se confirme avec le temps, tu le Ouais. vois comment ça s'est... OK. C'est vraiment intéressant, en fait. C'est un sujet qu'on pensait pas aborder, mais pourquoi il n'y a pas de jeu sur le 11 septembre? Pour la même raison qu'il n'y a pas de juste la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. OK. Parce Du que traumatisme. la société ne veut pas évoquer les traumatismes qu'elle a vus dans son passé. Ouais, bon, bien dit. Est-ce qu'il nous reste du temps pour d'autres questions, Simon? Ah oui, oui, il nous reste du temps au moins pour 2-3 questions de plus. OK. En au moins 2. OK. Parce que je les vois, là, la liste, là, puis il y en a au moins une, deux que j'aimerais... Tu sais, c'est sûr que là, on est avec Pierre, on pourrait aller tellement large, parler de tellement de sujets différents, mais j'aimerais peut-être parler d'un truc vraiment par rapport à toi, qui est le jeu Québec. Donc Québec qui est, je pense, tu as travaillé sur plusieurs designs de jeux dans ta vie, j'imagine, tu te passionnes par le jeu et tout ça. Ouais. Par contre, si je me trompe pas, Québec, c'est ton jeu, le seul qui a été édité officiellement, c'est ça? Oui. Ok. Et c'est un jeu que tu as développé pendant longtemps, que tu as co-développé en fait avec Philippe Baudouin, exactement. Donc, si tu veux peut-être nous parler juste un petit peu probablement de Québec, puis on peut peut-être te poser des questions là, sur la conception pendant que tu nous en parles. Québec est un projet qui est né en 2006. Il est né exactement au moment où j'étais en compagnie de Sophie Gravel, ex-PDG de Philosophia, maintenant PDG de Plan B Games, l'éditeur responsable de Century Spice Road, entre autres, et de Azul. Sophie Gravel, en 2006, était encore dans ses débuts en tant que professionnelle du jeu de société et ça faisait à peine 2 ou 3 ans que sa maison d'édition Philosophie existait et c'était même pas une maison d'édition, à cette époque-là, c'était un distributeur. Et elle voulait vraiment à fond se lancer l'édition. Et elle cherchait à tout prix un projet initial pour lancer en grande pompe sa nouvelle éditoriale. Division d'édition. Et là, ben, elle avait eu l'idée vraiment adéquate, je dirais parfaitement logique, de faire un jeu québécois, puisque sa compagnie était québécoise. Et pour aller encore plus loin, faire un jeu sur le 400e anniversaire de la Ville de Québec qui s'en venait 2 ans plus tard. Oui. Alors, elle était vraiment... elle avait ça en tête. Elle me dit ça comme ça. Ce serait vraiment bien que j'aille un jeu comme ça, sans absolument penser une seule seconde que... Elle t'a pas dit qu'il va faire un jeu sur Québec, là, juste dit ça serait intéressant. Ouais.
Et puis, moi, j'ai récupéré l'idée tout de suite. J'ai dit, ben voilà, on va en faire un. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, évidemment, moi, il fallait que je fasse quelque chose qui n'avait pas été fait. Il était hors de question que je fasse un jeu avec des choses qu'on avait déjà vues dans d'autres jeux. Alors, je me suis inspiré de 2 jeux, malgré moi, qui s'appellent Venedig et Tigre Euphrate. Tigre Euphrate est connu, je pense. C'est un jeu de 97 qui Le est docteur! Le docteur! le jeu du docteur Rainer Knizia, le plus prolifique des auteurs de jeux du monde. Mouah. Et Tigre Euphrate est probablement son jeu aussi qui est considéré comme son chef-d'œuvre parce que c'est tellement brillant comme jeu dans tous les points, autant dans les mécaniques qui étaient complètement sorties des sentiers battus à l'époque où c'est sorti et qui sont encore. Même. On joue à ce jeu-là, on a l'impression qu'on joue à un jeu qui ressemble à rien d'autre. Et qui est même thématique. On reproche souvent au Dr. Knizia que son jeu, ses jeux sont sans thème, mais son thème est vraiment senti là-dedans qui se déroule en Mésopotamie où est-ce que vous devez essayer de gérer les territoires en gérant 4 types d'activités économiques, politiques, religieux, agriculteurs, puis je pense agriculture l'autre. Mais l'idée que j'ai retenue ce jeu-là, c'est son système de score qui est vraiment fameux. Où est-ce que vous devez faire des points dans chacune des catégories d'activités que vous faites. La cascade! Et les points que vous faites dans chacune des 4 catégories, ben, vous en faites, mais l'idée, c'est pas de calculer le total des points que vous faites. L'idée, c'est de prendre chacun des scores que vous êtes dans chacune des catégories à la fin et vous faites le score final. C'est le score que vous avez fait dans la catégorie, vous avez fait le moins de points. Donc, si vous avez fait 0 points dans une catégorie puis 10 dans les 3 autres, ben, votre score final, c'est 0. Alors, j'avais trouvé ça absolument fameux. Je me suis dit, il faudrait que je change ça. Il faudrait que j'altère ça. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas faire 4 catégories qui se chevaucheraient? Au lieu de retenir seulement le score le plus bas, on va faire en sorte que dans un score, la moitié de ce score-là va déborder et va s'ajouter au score de l'autre catégorie, qui va déborder, qui va s'ajouter au score de l'autre catégorie. C'est comme ça qu'est né le principe de la cascade qui a rendu que le jeu de Québec célèbre. On en a parlé souvent d'ailleurs à Balado Ludique, qui est une mécanique absolument fabuleuse. JF, je pense que tu t'es souvent masturbé en pensant à cette mécanique d'ailleurs. Ah, ben là, à plusieurs reprises. Ouais, c'est ça. On rentrera pas dans Non, le c'est détail, vrai, là. on va garder ça pour une autre fois parce que là on n'a pas beaucoup de temps. Donc, Non, c'est ça. Puis Venedig, ben, c'est un jeu de Klaus Jürgen Vredes, qui est l'auteur de Carcassonne. Mais c'est un jeu vraiment intéressant parce que c'est complètement différent de Carcassonne. C'est un jeu où vous construisez la ville de Venise, mais vous la construisez collaborativement, en compétition. Un peu comme justement à Québec, on va construire la ville de Québec. Là. Mais en compétition. Tout le monde participe à des constructions de bâtiments dans Venise, mais chacun peut apporter sa touche. Et après ça, ben, y a un joueur qui fait des points avec les bâtiments. Et j'ai fait ça avec Québec. On aurait réintégré ça à Québec, mais là, ce qu'on a fait par contre, c'est que ce qui était nouveau, c'est que les contributions étaient transférées ensuite dans un système de score, qui est le système de score qui fonctionne avec le système de cascade. Et ça, c'est Philippe Baudouin qui pensait à ça. OK. Philippe Baudouin qui n'était pas dirigé du tout dans ce jeu-là, parce que je n'aurais jamais pu, je pense, finir le jeu sans lui. Philippe Baudouin était mon mécano, je dirais, celui qui a... C'est lui qui venait fine-tuner des petites choses. Ouais, ou, qui a pensé vraiment à beaucoup de choses que j'aurais pas pensé dans le jeu. La façon que les bâtiments sont coordonnés ensemble, la façon que chaque pouvoir de bâtiment peut être équilibré. Les pouvoirs des bâtiments, même, beaucoup de pouvoirs, il a pensé à ça. Moi, je me suis arrangé pour que l'ensemble soit tous des bâtiments cohérents. C'est vraiment un travail d'équipe là, à ce niveau-là Oui. pour la création du jeu. Oui, tout à fait. C'est un jeu vraiment unique, là. On en a parlé souvent, ça ressemble pas à grand chose, il y a des choses qui ressemblent à d'autres jeux. Qu'est-ce qui fait que ce jeu-là, il est comme pas nécessairement plus connu, dans le sens que c'est comme un euro, mais vraiment intéressant, puis c'est en même temps la thématique est ultra forte, puis il y a plein de mécaniques uniques dedans. Bon, c'est parce que le monde ne connaissait rien. Mais. Non, on va dire, ça veut dire, en fait, honnêtement, je pense qu'il y a eu quand même plusieurs erreurs de parcours dans le jeu. Mais là, en plus, tu sais, on part du fait que Philosophia veut éditer un jeu. Oui. Mais là, on est rendu ce jeu-là est édité réellement par le Scorpion Masqué, donc il est sûrement passé des choses là, entre Oui, temps. et Scorpion qui n'édite pas ce genre de jeu en temps normal, en plus. Là, À ce moment-là, faisait Miss Poutine, là, si je me trompe pas. Oui.
effectivement. Ça, c'est... Pas obligé de rentrer dans les détails, là. Non, mais vite vite dit comme ça, c'est que le Scorpion était très intéressé au jeu, mais il était signé chez Philosophia, mais il était très intéressé au jeu. Ce Christian du Scorpion Masqué, Christian Lemay, voulait absolument faire ce jeu-là, coûte que coûte, même si c'était pas un jeu de party comme tous les jeux qu'il fait habituellement. Oui. Et il était vraiment tombé en amour avec le jeu. Alors, quand Philosophia a lâché le morceau, parce que Philosophia Finalement, ils ont décidé de pas le faire. on décide de pas le faire parce que, bon, il voulait simplement passer à autre chose. Vite dit comme ça. Et puis, ben, Christian a tout de suite rappé, c'est comme ça qu'il l'a fait. Et puis, ben, pourquoi le jeu n'a pas été si un succès que ça? Ben, je dirais pas que la thématique, elle est si reconnue que ça. Le jeu, pour beaucoup, est abstrait. Même si moi, je me suis forcé de faire ressentir le thème, il n'y en a pas beaucoup, je dirais, que je connais, qui parlent de Québec en disant tout de suite « Ah oui, c'est très bien pensé, les 4 façons de faire des points là-dedans, on sent tout de suite, on voit tout de suite qu'elles sont interloquées. Il y a la religion qui est liée à la politique, puis la politique fait vivre l'économie, puis l'économie ben, nourrit la culture, puis la culture ben, nourrit la religion, puis ça fait ça dessus. Il y a pas vraiment de personnes qui pensent à ça. Okay. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai voulu relier les cascades. Puis il n'y a pas vraiment non plus de monde qui fait des liens avec les bâtiments qu'on construit qui sont vraiment... Parce que tous les bâtiments qui vont être construits sont les vrais bâtiments qui ont été construits à Québec et dans le vrai siècle aussi qui ont été construits. Oui, là. exactement. Donc, peut-être c'est vrai que quand tu joues, tu la ressens pas, mais quand moi je présente Québec, je présente tout le temps de cette façon-là, en disant ce jeu-là il est vraiment basé sur la construction de la ville de Québec avec les axes dominants à chaque siècle et tout ça. Donc, mais c'est vrai peut-être que quand tu le joues comme ça puis tu te le fais pas présenter, c'est pas le jeu qui est le plus thématique. Ben, il y a ça. Puis il y a aussi le fait que c'est un jeu qui est pas facile à aborder. C'est un jeu sans hasard. C'est un jeu aussi qui va vraiment beaucoup demander énormément de réflexion. C'est-à-dire que c'est pas un jeu qui est comme, justement, qu'on parlait de Century Spice Road tantôt, ben, c'était des lustres de ça en niveau de complexité. On s'embarque là-dedans, on n'a pas terminé en 1h30, 2 heures, et on va avoir beaucoup réfléchi. Alors, c'est pas un jeu que tout le monde va peut-être apprécier jouer, parce que ça va demander quand même un bon niveau d'exigence d'application cérébrale. Mais pour ceux qui l'ont essayé, habituellement, de ce que j'ai entendu dire, les gens semblent apprécier. Alors, c'est de là le méli-mélo de succès et de réaction mitigée. C'est un jeu qui est sorti il y a quand même plusieurs années. On parle de quoi, 2008? 2011. 2011. Il est sorti sur le marché en 2011. Ouais. En 2011. Il était censé sortir en 2008, mais il était trop tard, donc c'était 2011. Ouais, il avait gagné le Plateau d'Or 2007. Il avait gagné le Plateau d'Or 2007, effectivement. Ouais. Mais c'est un jeu peut-être qui est passé un peu inaperçu aussi. En 2011, peut-être un petit peu moins. Le Québec, on était un petit peu moins alerte sur les jeux qui sortaient, moins habitués à en acheter, en connaître. Oui, c'est vrai que la fièvre n'était pas encore tout à fait prise. C'est ça, exact. La fièvre est arrivée, je dirais, après ça. C'est un peu un jeu un peu visionnaire, si on veut, un peu d'avant-garde, qui avait des trucs intéressants, mais malheureusement, c'est peut-être arrivé un peu trop tôt. Non, parce qu'il est encore actuel maintenant. Il n'est pas comme un jeu que tu dis, il a été refait puis refait. Non, c'est ça, exact. Il est très encore, actuel, absolument actuel de nos jours, là, absolument. Mais la réédition va sortir bientôt, je pense. Peut-être. Deuxième édition. Mais c'est honnêtement un jeu que j'ai vu sur plusieurs listes. Sur BGG ou d'autres forums de jeux qui ont passé inaperçus, là. Des jeux underdog, dans le sens que des jeux vraiment que les gens aiment mais qui sont passés un peu sous le radar, que la distribution c'est comme un jeu que j'ai vu sortir sur quelques-unes de ces listes-là, comme un jeu vraiment apprécié mais sous-estimé par la plupart des gamers. Oui, tout à fait. Bon. Ben, quoique. Oui. si tu le dis. Toi, t'avais-tu une autre question? Je pense qu'on a... Le temps file, ça temps, fait pour, vraiment chier, en fait, parce qu'il y avait plein de questions que j'ai pas pu poser. Mais bon, on va te réinviter, Pierre, si tu veux, une autre fois. Ah ben oui, pourquoi pas? Si t'es motivé à revenir à d'autres modes. De toute façon, on n'a pas fini du tout, on est rendu à ton top 10, hein, on a encore plein de temps ensemble. Oui. Mais non, c'est juste qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu aborder. On aurait pu aller dans plein de directions différentes, mais on l'a pas fait. On a choisi d'aller dans les directions qu'on est allé, bien entendu, donc on ne peut pas retourner dans le temps. Mais on va être rendu donc à ton top 10 et Pierre nous a promis qu'à chaque tournant et à chaque courbe, nous allions être surpris et déstabilisés. Donc soyez prêts, tout le monde, attachez votre ceinture. C'est le top 10 de Pierre Poisson-Marquis. D'accord. Top 10.
Ok, alors numéro 10. Numéro 10, c'est un jeu qui vient de 1988, qui a été créé par Léo Colovini. Et ensuite refignolé par Alex Randolph. Ok. On appelle ça Incognito. Oh, ok. Oui. Et c'est un jeu qui m'a fasciné dès le début parce que c'est un jeu tellement brillamment conçu et complètement sorti des sentiers battus. C'est un jeu de déduction où la première ingéniosité du jeu, c'est que vous jouez en équipe de 2. On peut jouer à 3 ou à 5 à ce jeu-là, mais ça n'a pas le même impact que jouer à 4. Il est vraiment conçu pour 4. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est en 10e position, parce que c'est probablement plus haut. C'est son talon d'Achille, c'est son nombre Il de faut joueurs. que tu sois 4 joueurs pour jouer vraiment la bonne expérience. Voilà. Et la première ingéniosité du jeu, c'est que tu es en équipe avec quelqu'un au début de la partie, mais tu sais pas c'est qui. Alors, il faut que tu trouves qui est ton partenaire. La deuxième ingéniosité, c'est qu'il faut que tu trouves c'est quoi ton but. Tu ne sais pas c'est quoi ton but. Alors, tu sais que c'est dans une liste de buts possibles, mais tu vas savoir en faisant des combinaisons de réponses à des questions que tu vas poser. Parce que c'est un jeu de déduction, d'enquête, dans la même famille que Clou et compagnie. Mais le problème, c'est que les questions que tu vas poser là-dedans, c'est des questions où tu vas toujours avoir des réponses parmi 3 éléments que tu vas poser à quelqu'un d'autre. Et dans les 3 éléments, il y en a toujours un de faux. Alors, il faut toujours que tu finisses par faire le tri des choses, de qu'est-ce que tu as récupéré, et tu finis par trouver c'est qui ton partenaire, et par-delà la trouvaille, tu vas trouver aussi c'est quoi ta mission. Et là, après ça, il s'agit d'être la première équipe qui va faire sa mission, qui va gagner. Absolument brillant. Il a été réédité d'ailleurs maintes C'est et ça, maintes j'allais fois. dire, il a été réédité quand même récemment, si je me trompe pas même. Ou... Oui. Ouais. Et tu peux même faire des signes non-verbales dans le jeu-là. C'est pas tout le monde qui joue avec, mais on incarne chacun un personnage. Alors, si moi j'incarne un personnage qui pourrait s'appeler Lord Fiddlebottom, par exemple, qui c'est vraiment un nom de personnage dans le jeu, ben, je vais devoir. On va chacun avoir un tic nerveux. Alors, moi, mon tic nerveux, ça pourrait être de cligner de l'œil sans faire exprès. Puis un autre, son tic nerveux, ça va être de froncer les sourcils. Alors, on peut se reconnaître comme ça. On peut même falsifier les Des tics faux nerveux. signes. Oui. Pour faire croire à un autre joueur qu'on pourrait être la personne. Absolument brillant. Donc, Incognito numéro 10. Numéro 9. Numéro 9! Numéro 9 est un jeu du Dr. Nidia. Oh, le docteur! Le docteur! Et le Dr. Nidia a fait au moins 500 jeux. Le docteur! Mais celui que j'arrive toujours à me dire je jouerai à ça n'importe quand, c'est le seul dans tous ces jeux. Et c'est Samouraï. Oh oui. Oh oui. Et Samouraï, c'est une merveille d'élégance et de simplicité. C'est ce qui me fascine de ce jeu-là. J'avais joué à ça la première fois en l'an 2000. Et le jeu est sorti en 97, je pense, pour la première fois. Et j'avais joué à ça tout bonnement. J'étais au valet de cœur, il y avait une commis qui l'avait en démonstration, elle m'a dit « ça vous tente de jouer ?» J'ai dit « oui, pourquoi pas ?» Et ça me disait absolument rien. Je joue avec une carte du Japon, je joue ça avant. Qu'est-ce qu'on peut réinventer encore là-dessus? Et j'ai joué à ça à 2. J'ai dit bon, c'est bien. Et après ça, je rejouais plus tard, dans d'autres occasions, avec d'autres joueurs qui avaient le jeu. Et à chaque fois que je rejouais à ce jeu-là, je me disais mais waouh, c'est donc bien prenant. Et c'est donc bien facile à se laisser emporter par ce jeu-là, qui est tellement classique dans ses mécaniques, et pourtant qui marche tellement bien. Mais il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est dans son système de score, encore une fois, parce que Nisa est un génie pour trouver des systèmes de score qui n'ont jamais été faits avant. Et ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il faut faire la collection de 3 items différents, 3 sortes d'items différents qui sont en plusieurs copies chacun dans le jeu. En faisant des conquêtes de cases, de territoires, on récupère les statuettes, et ces statuettes-là vont représenter 3 catégories, religieuses, agricultrices ou politiques. Il faut en avoir le plus dans une catégorie, dans 2 catégories en fait sur 3 pour avoir la victoire totale, mais si on en a juste une, à ce moment-là, le score change. Ceux qu'on a ramassés dans la catégorie qu'on a le plus sont ignorés, puis après ça, on va juste compter ceux qu'on a dans d'autres catégories. Et c'est très vicieux comme façon de faire. On sait, le docteur, il est vicieux. Il est vicieux, le docteur.
Fait que faudra pas l'avoir comme gynécologue en fait. Non, mais très bon jeu. Je me rappelle que tu m'as montré ça une des premières fois que je suis allé au Randolph. Ah oui? À l'époque, dans la vieille version avec les pièces en marbre. J'étais comme, oh, Pierre qui sort ces vieux jeux un peu bizarres que personne ne connaît, mais finalement, il a été réédité après coup. Non, tu te rends compte que ça me reste quand même un jeu comme connu. Exact, c'est pas un jeu si obscur que ça finalement. En effet, il a gardé sa marque, il est encore très connu, plutôt reconnu ce jeu-là, même de nos jours, malgré son âge Oui, de ce jeu-là. Puis bon, la nouvelle édition vient donner un petit relan aussi à ce jeu-là. Superbe choix, Pierre. Numéro 8! Numéro 8 est un jeu de 1994. Peux-tu avoir des jeux... Filthy Rich! Peux-tu avoir des On jeux est d'après proche. ton jeu? On est pas. On est proche. C'est un jeu en 1994 qui était sorti en Allemagne sous le nom de Kolekis Ignite, qui voudrait dire en allemand pognon. Non, pouvoir, pognon et manipulation. Ok. Ou charbon, en fait. C'est plus charbon, pognon et manipulation. Bref, ce que c'est, en fait, en anglais, c'est devenu I'm the Boss. Ah, ouais. Oui. Mon jeu Et de trade. un des chefs-d'œuvre de Sid Sackson, Sid Sackson qui est un des pères du jeu de société moderne, un des premiers à avoir fait des jeux comme ceux qu'on connaît aujourd'hui dans les années 60. Ce jeu-là, c'est un des derniers qu'il a fait dans sa vie, parce qu'il est mort, M. Sackson, maintenant, en 2002. C'est un jeu absolument parfait dans son imperfection. Parce que c'est un jeu de négociation pure et dure où les revirements de situation sont juste innombrables. Ce n'est que ça pendant toute la partie. C'est comme si vous jouiez dans une partie Monopoly, mais que vous foutez carrément. Tu fais juste des deals. Oui, vous foutez carrément de où est-ce que vous tombez, parce que dans le fond, vous allez participer à des deals. Vous allez même pouvoir participer à des deals où est-ce que vous n'êtes même pas invité. Parce que vous allez jouer une carte qui va dire « Maintenant, je suis dans le deal ». Et carte après carte va être jouée. Les joueurs vont s'interrompre comme ça. Puis finalement, ça va être celui qui a le dernier mot avec les bonnes cartes qui va l'avoir. Mais c'est pas grave si vous n'avez pas de cartes, parce que vous allez pouvoir avoir des cartes en compensation dans vos tours. C'est juste hilarant. Je l'ai remontré à des joueurs qui n'avaient jamais vu jouer, je pense, il y a 4-5 mois. Qui ne connaissaient pas du tout le jeu, mais qui connaissaient les jeux de Sid Sackson. Puis ils sont tous tombés sous le charme. Numéro 7. Alors, numéro 7, c'est un jeu de mes auteurs préférés. Qui sont Bill Eberl de Philoloka et Peter Lotka, excusez-moi. Peter Lotka, Bill Eberl et c'est bête, hein? C'est mes auteurs préférés, je me souviens pas de leur nom. Beaucoup plus de au montage. Ouais. En fait, ils sont regroupés sous le patronyme de Future Pastimes. Future Pastime. Ouais. Ils ont fait seulement 7 jeux dans leur vie. Mais chacun des jeux proposait quelque chose qui n'avait jamais été vu avant. Ça a l'air excitant. C'est bon, ça. Et leur jeu le plus connu s'appelle Cosmic Encounter. Oh là là. Mais mon numéro 7 n'est pas ce jeu, par contre. Mon numéro 7, c'est Dune. Oh, shit. Parce que Dune, qui a été réédité il y a quelques années sous la bannière de Rex chez Fantasy Flight Games, parce qu'ils n'ont pas pu récupérer les droits d'auteur de Dune, parce que ça coûtait trop cher. Mais ça reste que c'est Dune, la version qui se joue le mieux, parce que ce jeu-là a été parfaitement pensé autour de son thème. Les auteurs qui ont fait ce jeu-là ont vraiment pensé à tout ce qu'ils pouvaient mettre en format ludique à partir du thème de Dune. On sent que la thématique est très forte dans ce jeu-là. Elle est parfaitement bien rendue. Très bien repris de l'univers de Dune. Puis dans Rex, tu le sens comme plus ou moins parce que cet univers-là, il y a comme pas de. Il manque cette petite touche peut-être. Oui, effectivement. Et puis, ce qui arrive, c'est que c'est un jeu qui est non seulement parfaitement bien rendu dans son thème, mais qui propose des choses juste qu'on n'aurait jamais pensé faire dans un jeu et qui n'ont pas été faites encore. C'est des affaires dans ce jeu-là qu'on ne voit dans aucun autre jeu. On parle d'un jeu qui date de 1979, dans sa première édition. Et par exemple, je pense à une mécanique de jeu là-dedans. On fait des clans qui sont dans l'univers de Dune, les Atreides, les Harkonnen, les Bene Gesserit. Les Bene Gesserit, en fait, c'est un clan dans l'univers de Dune qui sont des médiums. C'est des femmes qui sont capables de voir dans l'avenir. Ceux qui font le clan des Bene Gesserit ont une condition de victoire dans ce jeu-là.
ils peuvent gagner de façon traditionnelle, mais ils peuvent gagner ultimement avec une chose que eux seuls peuvent faire dans la partie. Et c'est de prévoir qui, dans les autres joueurs, va gagner et à quel tour ça va arriver. Et si ça arrive, c'est eux qui gagnent et seulement. C'est bon. Et ils doivent le faire au début de partie, et j'ai déjà gagné une game comme ça. C'est wow. assez épique. Là. Mais c'est qu'après, c'est que c'est. Et un peu à la façon des Bene Gesserit dans Dune, c'est que c'est une prédiction. Mais ta prédiction, tu peux l'influencer. Exactement. Fait que c'est comme, tu sais, oui, je l'ai prédit, mais je me suis arrangé pour que ça arrive. Donc c'est intéressant, ça fit tellement bien avec l'univers de Dune. Là. Voilà. Et ben voilà. Puis il y a d'autres mécaniques aussi, comme par exemple le pouvoir de la voix. Les Atreides, avec leur voix dans Dune, sont très forts pour contrôler le son des voix. Puis ils sont capables de commander avec leur voix même. Puis dans les combats que les Atreides vont faire là-dedans, ils peuvent carrément avoir un pouvoir de commander l'adversaire de ne pas jouer telle sorte de carte. Et l'adversaire est obligé de respecter ça. C'est très fort, Dune, pour ce qui est de mariage thème mécanique originale en tout point. Alors, voilà. Numéro 6. Numéro 6, c'est la nouveauté, c'est le jeu en fait le plus récent de ma liste. Oh, 2008. 2011. Oh, c'est Québec. Non, Ah, c'est un jeu chinois. ok. Il n'y en a pas beaucoup de jeux chinois. Il y en a quand beaucoup, même. ça commence à faire surface parce que les Asiatiques commencent à s'y mettre, bien sûr. Ça va arriver, là, on s'entend. Ouais, il y en a quand même déjà des bons succès asiatiques qu'on voit sur le marché, mais celui-là, c'est pas un succès. En fait, c'est un succès surtout parmi les passionnés. Parmi ceux qui jouent à des jeux plus occasionnels, ça va être moins populaire parce que ça demande un énorme investissement de réflexion. Parce que ça sort tellement des sentiers battus de la façon que c'est joué que c'est très facile de mal jouer au jeu. Ok. Et j'ai nommé Tragedy Looper. Ah. Oh là 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 là. Tragedy Looper est une Ils claque. vont en parler plus que nous, là. Ouais. C'est un jeu, en fait, j'ai joué à ça et quand la première fois que j'ai joué à ça, j'ai dit ce jeu-là rentre dans mon top 10 tout de suite. Incroyable. Oui. Il m'a absolument bouleversé dans la façon qu'on pouvait concevoir un jeu de déduction et le réinventer complètement. Ah, ça sort de tout ce qu'on peut connaître par rapport à ça, absolument. Là. Exactement. Et ça t'imbibe, ça va carrément te plonger dans un univers qui va vraiment te transporter ailleurs à fond. Un univers de polar noir dans les années 80, à la manga japonaise. Et ça va vraiment être très, très intéressant dans la façon que toutes les choses vont s'imbriquer ensemble. Les joueurs qui jouent contre un joueur, tout le reste de la table va jouer contre un joueur qui connaît un scénario à l'avance, qui doit s'arranger pour que le scénario puisse être effectué comme lui le veut, comme ça a été planifié. Et ça va toujours, ce scénario-là va toujours présenter des malheurs qui vont arriver. Et les autres joueurs jouent des agents temporels qui sont projetés dans le temps pour empêcher que les événements arrivent. Un peu comme Back to the Future, mais d'une façon très sérieuse. Ouais, c'est très sérieux comme jeu, puis peut-être le design le montre pas à première vue, tu sais. Peut-être pour ça que des fois, il y a des gens qui sont comme « Ah, ça a l'air d'un jeu peut-être un peu plus léger, vu que c'est des mangas qu'il y a dessus. » Mais c'est très lourd comme jeu, hein, et c'est quand même, c'est ça, comme tu dis, sérieux, je pense que c'est le bon terme. Surtout c'est des meurtres, des choses comme ça, ou des catastrophes là, qui arrivent, puis c'est vrai que c'est lourd. Oui. Oui. C'est lourd. Et tu parlais d'agent temporel, mais c'est un jeu aussi pas de voyage dans le temps, mais presque, là, où tu vas rejouer. Ben, en fait, c'est un voyage dans le temps. De loop, là, oui, tu vas rejouer. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Tragedy Looper parce qu'en fait, les joueurs qui jouent contre celui qui a son scénario à faire doivent répéter le jeu s'ils manquent leur coup, parce qu'ils vont destiner à manquer le coup, parce que si ne serait-ce qu'un incident qui était prévu dans le plan arrive, ils ont perdu la partie, mais la partie n'est pas perdue parce qu'ils ont 2 autres tentatives parfois qu'ils peuvent refaire. Alors là, ils vont savoir à l'avance qu'est-ce qui va arriver, ils vont s'arranger pour pas que ça arrive, et l'autre joueur qui doit faire en sorte que ça arrive doit trouver des nouvelles stratégies pour que ça arrive encore. C'est vraiment brillant. C'est très très bien fait. Ah, ben, bon choix, en fait. Ça c'est surprenant, mais c'est ça. vraiment un bon choix. Oh, oui. Numéro 5. Alors, numéro 5, c'est un jeu d'un homme qui est très populaire maintenant à cause d'un établissement au Québec. Et ce monsieur-là, en fait, a fait le jeu qui est à mon numéro 10. Et il l'a fait à la fin de sa vie, il avait 81 ans.
Et ça s'appelle Big Shot. Et c'est M. Alex Randolph qui fait ça. Big Shot. Big Shot. Et ça montre toute l'expérience du bonhomme. Alex Randolph, en fait, est un auteur de jeux qui a fait des jeux toute sa vie. C'est le premier, officiellement, qui a inventé le métier de auteur de jeux. C'est à cause de lui qu'on voit les noms sur les boîtes de jeux maintenant, des gens qui ont créé des jeux. Il a encouragé ça à fond. Il a milité toute sa vie pour que ça arrive. Et il a publié une centaine de jeux au moins dans sa vie, ce gars-là. Et on voit, il y a aussi, c'est un autre qui a inventé des règles, des façons, des mécaniques de jeu bien avant tout le monde et qui sont reproduites maintenant dans des jeux qu'on voit aujourd'hui. Il est mort 84 ans, en 2004, je pense. Et Big Shot, ce qui est tellement fameux le jeu-là, c'est que Randolph, il se faisait une règle d'or de faire ce que tout auteur de jeu devrait faire, c'est-à-dire faire le jeu le plus simple possible, mais le rendre le plus intéressant possible. Et ça, c'est un tour de force quand ça arrive, parce que très souvent, les auteurs vont tomber dans le piège en inventant des règles supplémentaires en s'imaginant que ça va rajouter de la complexité au jeu, donc ça va être plus amusant. Mais très souvent, ça alourdit le jeu. Et Randolph a compris ça dès le début. Et ce qu'il a fait avec Big Shot, c'est qu'il a rendu ça très très simple et accessible, mais c'est une tension tellement palpable qu'on a l'impression qu'on joue à un jeu qui peut prendre 3 heures à réfléchir. Puis qu'on a l'impression que si on manque un coup, ça va nous coûter la partie. Parce que c'est un jeu où est-ce que vous faites des mafiosos qui vont faire des soumissions à la mairie de la ville pour avoir des contrats de construction. Oh! Oui, ça aurait pu s'appeler Montréal de Board Game. Mais on parle d'un jeu qui a été fait en 2001 et qui n'a pas de nom de ville particulièrement. Mais c'est un jeu où vous devez placer des cubes sur des zones de quartier et ces cubes-là représentent votre part d'influence pour avoir des contrats de construction dans ces quartiers-là. Et chaque quartier va valoir des points. Si c'est un quartier très bourgeois, ça fait beaucoup de points. Si c'est un quartier pauvre, c'est au moins de points. Ces points-là se transforment en argent à la fin. Mais vous avez de l'argent pour acheter le droit de placer les cubes sur les quartiers. Mais les cubes, vous ne prenez pas ceux que vous voulez. Vous allez prendre 4 cubes à chaque tour. Et ces 4 cubes-là, ça va être des groupes de cubes qui vont appartenir à tous les joueurs autour de la table. On ne sait pas de quel groupe qu'on va avoir. C'est un dé qui va le déterminer, qui va être représenté par un pion qui va avancer sur des cases. La case où va arriver, ça va être des cubes qui vont être mis aux enchères. Les joueurs vont devoir faire des enchères pour savoir qui va placer ces cubes-là. Évidemment, si vous n'avez aucun cube de votre couleur là-dedans, pourquoi vous achèteriez ça? Ben, c'est parce que vous voulez aller les placer dans les endroits qui ne sont pas payants. Puis ça va frustrer les autres joueurs qui comptaient à ce que ces cubes-là soient placés dans les contrats payants. Et à la fin, quand un quartier va avoir suffisamment de cubes, ben celui qui en a le plus va remporter le contrat. Mais comme vos cubes sont en quantité limitée, vous voulez que vos cubes soient toujours dans les quartiers les plus payants. Et la chose aussi qui est vraiment absolument mortelle, c'est la règle de Randolph, que Randolph a inventée. C'est-à-dire que les égalités s'annulent. Et qu'il peut y avoir un maximum de 7 cubes dans chaque quartier. Alors, prenez 3 cubes d'un joueur. Fait que tu peux te retrouver à gagner un quartier avec un cube. Un seul cube, alors que 3 autres cubes de chaque autre adversaire ont été gaspillés pour ce quartier. Et en plus, l'argent est hyper rare. Il n'y a aucun moyen de gagner de l'argent là-dedans. Vous devez faire des emprunts. Et plus vous faites des emprunts, plus ça coûte cher à rembourser à la fin. Ça se soustrait de votre score. Et c'est vraiment commun de finir ce jeu-là dans le négatif. Ok, ouais. C'est le genre de jeu. Alors c'est hyper tendu, c'est hyper Est-ce que c'est méchant. massif comme jeu? Non, c'est hyper simple. Ça se joue en 45 minutes. Ok, c'est ça. Ça s'explique en 5 minutes. Et c'est d'une tension aussi forte que des jeux où est-ce que vous devez réfléchir comme des défoncés. Ah ouais, ça c'est cool, c'est vraiment intéressant. Wow, magnifique. J'ai déjà vu la vieille boîte. C'est pas une nouvelle édition de ça. Là. Non, ça a été édité rare, une seule comme fois, jeu, ça a été édité chez Ravensburger, puis c'est vraiment dommage. Ah ouais, ok. Ça pourrait être édité facilement aujourd'hui parce que ça a le SATC d'un Splendor et ça a énormément plus d'interaction, de beaucoup tension. plus d'interaction que que Splendor. Bon, alors le message est lancé pour tous les éditeurs. Numéro 5. Numéro 5, c'est pas numéro 5 qu'on a fait? Numéro 4. Numéro 4, il est dans la salle ici. Oh, dans la salle ici, alors on est entouré de jeux vraiment obscurs et inconnus. Oui, alors ça va être un jeu obscur inconnu, mais pas à ce point. Ah, ok. Le numéro 4 est un jeu qui est le contraire de ce que je viens de vous dire. C'est un jeu fleuve. C'est épique. Ça va durer 6 heures de temps, au moins.
Bon, peut-être pas 6 heures. Peut-être 5 heures. C'est un jeu fait par un titan des auteurs de jeux qui s'appelle Francis Tresham. C'est à cause de Francis Tresham qu'on a des jeux qui s'appellent 1829 ou Civilisation. Francis Tresham, en fait, c'est un monsieur qui a littéralement inventé 2 styles de jeux qui sont hyper populaires aujourd'hui. Les jeux de développement et de gestion de ressources, qui sont Civilisation, et les jeux de train, qui sont comme 1829. Et ces jeux à Francis Tresham ont toujours la marque de durer des heures et des heures et des heures de temps, parce que Francis Tresham a un seul objectif dans la vie quand il fait un jeu, c'est Que ce soit long. que vous oubliez la réalité. Ah, ok. Que vous soyez maintenant dans un autre univers. Que tu sois vraiment devenu ton personnage. Ouais. Mais sa deuxième priorité, c'est pas que vous soyez dans un autre univers juste par la narrative. C'est pas ça qu'il veut. Il veut que vous réfléchissiez comme des défoncés pendant 6 heures de temps. Quand je parle de réfléchir comme des défoncés, c'est que Francis Tresham utilise très peu de hasard dans ses jeux. D'ailleurs, le jeu numéro 4 n'a aucun hasard. Ok. Et ça s'appelle Revolution, the Dutch Revolt, 1568-1648. Oh yes! J'arrive même pas à le spotter, là. Et Revolution, the Dutch Revolt, comme son titre l'indique, c'est un jeu sur la révolution hollandaise. La Hollande, comme on le sait en histoire, a eu sa révolution avant les Français en 1789 et même avant les Anglais en 1632. C'est en 1568 que la révolution hollandaise a commencé. C'est le premier pays, la Hollande, dans tous les pays de l'Europe moderne, qui est devenu un pays où la royauté n'avait plus sa place et qui a décidé de vivre comme une société démocratique. Mais il y avait quand même un roi après. Seulement, il y avait absolument beaucoup moins de pouvoir qu'avant. Ouais. Et la Hollande, avec ça, est devenue une société qui est devenue bourgeoise et réformatrice parce que, évidemment, la religion catholique était mêlée à tout ça. La religion catholique, dans les années 1500, était de pair avec la royauté en Europe. Alors, qui était contre le roi était contre la religion catholique aussi. Ce que M. Tresham a voulu faire avec ce jeu-là, c'est revivre les événements. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a décidé de faire un jeu asymétrique avec 5 clans. Et chacun des clans, c'est des clans qui ont existé dans l'histoire. Et vous faites soit les partisans de la religion catholique, vous faites les Habsbourg, qui sont les rois des rois, qui ont eu des rois pendant 400 ans sur tous les trônes de chaque pays en Europe. Vous avez les nobles, qui sont vraiment dépendants du peuple pour exister. Vous avez les bourgeois, qui étaient une classe naissante là-dedans. Puis vous avez les paysans réformants, ceux qui veulent que la réforme de la religion catholique se fasse. Et est-ce que chaque groupe est vraiment différent dans le jeu? Chaque groupe a ses objectifs de faire des points de victoire différents. Ceux qui sont dans la réforme vont vouloir dominer des villes qui sont vraiment la clé de la victoire dans le jeu. On veut faire des points des villes. Mais ceux qui sont dans le clan des réformistes veulent avoir des villes universitaires pour propager leurs idées. Alors, quand ils ont des villes universitaires, ça leur fait plus de points à chaque manche. Ceux qui sont dans le clan des catholiques veulent avoir des villes avec des évêchés, donc des églises dans ces villes-là, parce que eux autres, ça leur fait plus de points pour propager la religion catholique. Ceux qui sont nobles vont vouloir que le peuple, partout sur la carte, puisse avoir des liens avec eux, parce qu'on a des pions d'influence sur la carte. Alors, les pions d'influence vont pouvoir être reliés à notre clan, et plus les nobles en ont partout sur la carte géographique, plus ils vont faire des points. Ceux qui sont bourgeois vont vouloir des villes marchandes. Ceux qui sont Habsbourg vont vouloir avoir le plus d'armées. Parce qu'il y a comme des nivellements dans ce jeu-là qui s'imbriquent un sur l'autre. Vous avez des pions d'influence que vont faire un système de majorité dans les territoires. Vous avez des armées qui vont gérer des groupes de pays et qu'une fois que les armées se sont entrechoquées, l'armée gagnante va pouvoir ensuite se décaler dans les pays qu'elle gouverne pour aller donner des coups de main aux pouillons d'influence qui essaient d'avoir des influences dans les pays pour avoir une domination sur les villes. Et une fois qu'ils ont fait ça, vous allez avoir un système de popularité de la population dans chaque ville pour savoir s'ils peuvent faire switcher l'allégeance à chaque clan. Et là, il y a une espèce de tir à la carte qui va se faire. C'est d'une complexité hallucinante, mais parfaitement bien imbriquée. Et Tu joues souvent, ça? J'ai joué 2 fois. Ouais, ok, Mais chacune des parties était absolument mémorable.
Ouais, puis c'est long. C'est long, c'est 5 heures, mais vous allez pas voir le temps passer. C'est le chef-d'œuvre d'après moi de First Trasham, c'est le dernier jeu qu'il a fait. Je pense qu'il est encore vivant aujourd'hui, mais il doit être rendu à 85 ans. Ok, fait que mettons, c'est vraiment quand même l'accumulation de cette expérience C'est de l'accumulation faire des gros jeux. Oui, parce que puis, c'est son jeu, c'est probablement son jeu le plus court. Ok, il l'a épuré au maximum qu'il pouvait. Là. Oui, tout à fait. Mais il y a des mécaniques là-dedans encore. Trasham est très fort aussi pour trouver des mécaniques qui n'avaient pas été faites avant. C'est lui qui a inventé la hiérarchie des cartes pyramidales que vous faites. Si vous avez besoin d'une carte, il faut aller avoir une autre carte avant. Ok. C'est lui qui a inventé les échanges, les jeux où on s'échange comme Catan. C'est lui qui a fait ça en premier avec Civilization. Les jeux de train, où est-ce que vous achetez des actions de compagnie pour avoir des trains qui vont être payants, c'est lui qui a inventé ça. Il y a un autre titan du jeu. C'est un autre titan du jeu. Il y a la mécanique dans Revolution qui fait que vous pouvez influencer les populations avec une espèce de tir à la corde qui fait que vous allez perdre des points d'influence sur des territoires. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été refait avant. Ça me fait penser, quand tu me parlais du jeu, ça me faisait vraiment beaucoup penser à la Coin Series un peu. L'espèce des jeux de GMT de la Coin, de la Coin Series. Fire in the Lake, Cuba Libre. Très asymétrique avec plein de charts, des actions différentes un peu. Là, c'est quasiment un peu le précurseur à cette série de jeux-là, j'ai l'impression. Là. Tout à fait. Nice. Ah ouais, ça vaut la peine d'être joué au moins une fois, ce jeu. Magnifique. Donc, tantôt, on va se prendre game ou... Il est juste là. Il est devant nous, là, on le voit là, au loin. Là, ça a l'air massif. Ok, numéro 3. Numéro 3 est un jeu. Là, on est rendu dans le top 3. L'attention est à son comble. On a busté un peu notre limite de temps. Mais c'est pas grave. On est là. Numéro 3 est un jeu encore de mon trio de rap préféré. Jack Kittredge, Peter Olotka et... je vais l'avoir. Jack Kittredge, Peter Olotka et Bill Eberl. Ces trois auteurs-là ont fait un jeu qui s'appelle Hoax. Hoax! Ça me dit quoi, ça en plus? Hoax, c'est le grand-père de tous les jeux de déduction sociale. Ok. Avant les Loups-Garous, avant la Résistance, avant Mafia de Cuba, avant tous ces jeux-là que vous connaissez, que vous avez joué en gros groupe, où est-ce que tout le monde se regarde, puis ils se parlent, puis ils ne savent pas si les autres vont mentir. Finalement, on accuse, puis on élimine des joueurs. C'est ces trois gars-là qui ont inventé ce concept-là. Avec un jeu qui s'appelle Hoax, qui date de 1981. Et ce jeu-là est littéralement l'ancêtre des Loups-Garous. Où est-ce que vous êtes autour de la table, vous avez une carte. C'est le premier jeu aussi où vous avez un rôle secret. Ok. Vous avez des rôles secrets dans les jeux, c'est le premier, c'est Hoax. Et Hoax est absolument brillant du fait qu'il y a une tension autour de la table quand vous jouez à ça, encore une fois, du maudit, parce que la moindre erreur que vous faites sur l'accusation de quelqu'un vous élimine de la partie. Mais en même temps, si vous accusez correctement quelqu'un, vous l'éliminez de la partie. Tout le nerf de la guerre est là. Puis là, vous pouvez acheter des indices pour savoir si le joueur a un personnage secret plus qu'un autre. Ces indices-là vont s'accumuler selon les pouvoirs que vous allez faire. Vous connaissez le jeu Coup? Ouais. Bon, ben Coup, C'est Hoax. c'est Hoax. C'est la copie de Hoax. très similaire. Il faut dire que c'est un Hoax, il me semblait un peu inversé. Je me rappelle plus trop, mais c'est La grosse différence, c'est que dans Coup, vous avez deux personnages et ça vous représente vos deux vies. Fait que vous faites éliminer un personnage, vous restez un personnage. Ouais. Dans Hoax, vous en avez seulement un. Ah, ok. Et dans Coup, vous n'avez pas d'indice à acheter. Alors que dans Hoax, vous pouvez en acheter. Ok. Mais c'est vraiment un concept. Puis est-ce que c'est au niveau, c'est quand même léger comme C'est ça? léger. Ok, ça c'est pas très un gros léger. jeu là. Non, absolument ok. pas. Et ça se joue, rapidement, ça se joue simplement, ça peut se jouer. La nouvelle édition qui vient de faire Fantasy Flight se joue jusqu'à 6, mais officiellement, l'ancienne édition pouvait se jouer jusqu'à 12. Ah ouais. Et là, à ce moment-là, c'est intéressant parce que chaque personnage est là deux fois. Fait que là, il y en a un qui peut dire, moi, je suis le roi. L'autre dit, mais non, c'est moi le roi. Fait Mais que les là, deux peuvent être le roi. Les deux peuvent être le roi. Fait que là, il peut y avoir un vote autour de la qui dit, ben là, c'est qui est le vrai roi. C'est tellement drôle comme jeu. J'ai tellement joué à ça souvent que c'est pour ça que je jouerais à n'importe quand. Médaille de bronze. Pour Hoax. Hoax. Médaille d'argent. Médaille d'argent. Médaille d'argent, qui est un jeu auquel j'ai contribué. Oh, Québec. Non? Non. J'ai contribué au niveau de la thématique et un peu au niveau des mécaniques. Je pense que j'ai des idées de mécaniques que j'ai proposées là-dedans qui ont été retenues. En fait, j'ai contribué à son extension, pour être plus précis. Mais, sauf qu'il a été réédité depuis, amélioré.
l'année qui a été sorti, ce jeu-là, sa première édition, c'était en 2004. Et déjà là, il a fait beaucoup de bruit. Parce qu'il se proposait d'être une civilisation qui durait 3 heures maximum. OK. Alors qu'une civilisation, ça dure 7 heures minimum. Oui, OK. Et c'est un maniaque fini de civilisation qui a inventé ce jeu-là, qui s'appelle Serge Laget. Et son jeu, il avait travaillé pendant 10 ans de temps. Ça s'appelle Mare Nostrum. Et il a été réédité dernièrement, il y a 2 ans, je crois, sous le nom de Mare Nostrum Empires. Et c'est cette version-là, en fait, qui est ma préférée, parce que déjà, j'adorais Mare Nostrum avant, et là, maintenant, j'aime encore plus Mare Nostrum Empires, parce que c'est le jeu original, mais avec ses défauts en moins. Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est qu'effectivement, c'est vraiment civilisation en 3 heures. C'est un jeu où vous avez cette sensation épique de faire une civilisation de l'Antiquité en faisant le rôle des Romains, des Égyptiens, des Carthaginois. Et vous avez une armée, un empire à forger, mais vous n'avez pas gagné en éliminant les autres joueurs. Vous allez vraiment gagner en faisant votre civilisation dans votre coin s'il faut. Et vous allez avoir 4 façons de gagner. C'est ça qui est vraiment fascinant dans le jeu-là. C'est que quelqu'un peut gagner à n'importe quelle phase du jeu. Il peut gagner militairement en ayant une domination sur le plateau. Il peut gagner au niveau économique. Pas économique, mais il peut gagner au niveau du progrès s'il réussit à avoir construit des merveilles ou à avoir acquis des héros petit à petit. Il peut gagner aussi en ayant des titres, parce qu'il y a des choses intéressantes là-dedans, vraiment fameuses, comme l'ordre de tour de jeu qui est conféré par des titres qu'on va avoir. On peut avoir un titre militaire, par exemple, si c'est nous qui avons le plus de domination sur telle sorte de territoire dans le jeu. Alors, on va avoir un titre militaire. Et là, à cause de ça, quand la phase militaire va arriver, on va pouvoir décider dans l'ordre quel joueur va jouer. Il y a un joueur qui va jouer en première position. Là, on va dire, bon, lui, il va jouer en deuxième, lui, il va jouer en troisième. Et ça va faire partie de la stratégie, évidemment, parce que si on joue en dernier, on peut avoir un avantage pour attaquer celui qui a attaqué avant. Et on peut profiter du fait qu'il a été affaibli par ces combats-là. Et quand on réussit à avoir les 3 titres, c'est-à-dire le chef militaire, le chef politique et le chef économique, qui régit les 3 phases du jeu, ben on gagne aussi automatiquement. Et c'est un jeu où il y a une mécanique de commerce vraiment fameuse aussi, où est-ce qu'on fait des espèces de balles de ping-pong, on s'échange des cartes dans une façon d'une balle de ping-pong, qui serait un peu difficile à expliquer comme ça au micro. Et puis, vous avez également aussi tout cet aspect très asymétrique qui se développe pendant la partie, parce que les merveilles que vous achetez et les personnages que vous achetez vont vous conférer des pouvoirs uniques. Hyper interactif le jeu. Hyper interactif. Et probablement parce que hyper interactif, parce que vous devez constamment être à l'affût de ce que les autres joueurs font faire. Parce que s'il y en a un qui prend trop de place dans son progrès, il va falloir inévitablement vous dites aux autres joueurs autour de la table, là, si on le laisse faire, il va gagner. OK. Et là, il faut que tout le monde se lie contre le joueur. Puis là, la balance du pouvoir est équilibrée. Puis là, ça va avoir un autre joueur. Puis là, vous allez devoir vous concentrer sur un autre joueur. Puis l'autre affaire qui est intéressante de ce jeu-là, c'est le fait que vous allez probablement vouloir essayer de faire des alliances, puis en même temps, vous allez probablement vouloir les briser à un moment donné. Parce que dans le fond, vous voulez évidemment faire votre part du gâteau. Donc, ouais, je dirais que c'est ça. C'est vraiment essayer, surtout pour les gens qui sont des fans de civilisation. Là, les gens qui veulent des jeux épiques, mais qui ne veulent pas prendre 10 heures pour jouer. Ça, tu vas avoir la même dose en 3 heures. Puis, ouais. Et c'est même un jeu, et ça, il y a plusieurs jeux plusieurs joueurs qui ont joué à ça, ils m'ont tous dit ça, immanquablement. Ça a toujours été le même commentaire qui est revenu. C'est le genre de jeu que vous jouez, et quand vous rejouez, vous découvrez des subtilités qu'il n'y avait pas avant. Parce qu'il y a vraiment des petites choses là-dedans dans le jeu-là qui sont minimes et qui font toute la différence dans vos stratégies. Ah, c'est très intéressant ça. Mare Nostrum Empire, c'est ça? Ouais. Et on arrive maintenant à la médaille de bronze, non la médaille d'or, le numéro 1, le Saint Graal, le jeu de tous les jeux, la mère des jeux. La mère des jeux, pour moi, a été mentionnée plus tôt. Québec! Non? Oh, Non. non, il est un. La mère des jeux a été mentionnée parce que j'ai mentionné son auteur qui avait fait Rhino Boss. La mère des jeux, pour moi, c'est un jeu de déduction parce que c'est ma catégorie de jeu préférée. Et ce jeu-là, c'est Sloot. Sloot! Sloot, Sid Sackson. Le Sid Sackson, jeu créé en 1971. Sid Sackson, en fait, avait fait ça déjà en 67 sous forme de plateau qui s'appelait
The Elusive Case Mystery, je pense. Et c'était Sloot avec un plateau, mais il a enlevé le plateau en 71 pour l'épurer encore, et c'était génial, c'est ça qu'il fallait faire. C'est un clou, pas de plateau, pas d'hasard. C'est un clou, en fait, où est-ce que vous avez des cartes de bijoux. Et vous devez trouver une carte de bijoux qui a été volée au début de la partie, parmi 36. Vous avez 36 cartes à filtrer dans ce jeu-là. Et c'est ce qui vous fait sortir de la fumée par les oreilles. Parce que dans un coup, vous avez 3 cartes à trouver. Mais c'est quand même facile relativement parce que ces 3 cartes-là sont dans 3 catégories. Donc les catégories sont vite épurées. Il y a une catégorie de 6 personnages, catégorie de 6 armes, catégorie de 9 pièces, ça finit là. Dans Sloot, c'est 36 bijoux et ça finit là. Alors, 35 cartes à épurer, c'est long. Ben, c'est pas du temps long, mais c'est exigeant. Ah, c'est difficile. C'est Que difficile. tu y penses. C'est un jeu de déduction, un vrai. Tu sais, là, il y a de la vraie déduction. Faut que tu fasses des liens. prennent là, tout que en tu note, là, dans le penses, jeu, Faut pas tout en note, exactement. Puis surtout du fait que vous n'êtes pas libre de poser n'importe quelle question à chaque tour. C'est les cartes que vous allez jouer qui vont vous définir c'est quoi les types de questions que vous allez poser. Mais vous avez quand même assez de liberté pour poser votre question à qui vous voulez, puis vous allez pouvoir noter les indices en fonction de ça. Et c'est vraiment brillant parce que c'est tellement pur et simple à la fois, et c'est tellement hyper exigeant de réflexion. C'est le diamant brut dans ce qu'on devrait faire comme jeu. Dans les jeux de déduction. En plus, moi j'ai joué une fois, là, je me rappelle juste, j'avais une feuille remplie de notes, puis j'ai pas réussi. Hein. Tu sais, la première fois, j'étais pas à la hauteur, mais je me rappelle que j'avais trouvé ça brillant parce que tu dois vraiment faire des déductions, puis y penser, puis c'est pas comme des espèces de... Tes notes sont importantes parce que tu veux pas poser 2 fois la même question. Tu veux plus tu as de l'information, plus tes questions pointues peuvent te ramener de l'information. C'est ce genre de jeu, si tu prends mal tes notes, ça peut durer comme 2 heures, puis c'est interminable, là, sérieusement. Là. J'ai vu du monde comme se casser la tête plusieurs heures dessus parce que il réussissait pas à retracer justement, puis ça prenait beaucoup de temps. Donc c'est quand même un jeu pas évident à jouer malgré sa grande simplicité. Puis, Non, effectivement, ça ne s'adresse pas à tous les joueurs. Non, c'est ça. Parce qu'il faut quand même aimer ça, faire des enquêtes qui nous font sortir de la fumée par les oreilles. Ouais, C'est pas parce que t'aimes plus que tu vas aimer ça nécessairement à soi. Ouais, parce que ça peut peut-être être plus exigeant que pour que En les fait, joueurs j'allais aiment dire ça. sûrement parce que t'aimes plus, t'aimeras pas ça. Peut-être. Ben, des fois oui, des fois non. Ouais, c'est ça. Mais ça reste quand même que ça a été réédité encore et encore depuis plus que 35 ans. Et c'est pas pour rien. C'est un des chefs-d'œuvre. Pour moi, c'est le chef-d'œuvre de Saxon. Et c'est dur à déloger pour moi. Magnifique! Ben, en fait, on a bossé la limite, mais on était au job, Non, mais- on était en compagnie de Pierre. On est avec un historien, l'historien exactement. il parle, tellement intéressant, on peut pas l'interrompre. Non, c'est ça, exactement. J'aurais resté là encore 2-3 heures de Ouais, plus. sans problème. Ben, fait que bien entendu, si t'es toujours intéressé, on t'invite n'importe quand pour nous faire des petites chroniques historiques, qu'on puisse parler de tous les jeux les plus obscurs que tu connais et nous raconter des anecdotes. Mine de rien, les anecdotes, c'est toujours vraiment intéressant. Puis je sais que c'est un truc d'historien. Hein. Je vais vous raconter une anecdote là-dessus. Oh oui! Là, tout le monde est content. Tu sais, c'est un bon truc, là, je l'admets. Là, tu sais. Et c'est toujours intéressant à savoir dans quel contexte tel jeu a été fait. Tout ça. Donc ça, c'est super intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous pendant qu'on est au job, cette tradition annuelle, prendre une petite pause de jeu pour parler de jeu. Ça fait plaisir, monsieur. Ben, c'était vraiment agréable. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui s'en vient pour toi? C'est quoi la suite pour Pierre? Est-ce que des jeux, des conférences, plus de jeux de marde? Y a-t-il des projets là, qui vont arriver prochainement ou rien de spécial? Des projets qui vont arriver prochainement, ben, je vais être dans le jury du Plateau d'Or prochainement. Oui, très cool, magnifique. Oui, alors ça c'est probablement le prochain événement dans ma liste pour élire le prochain jeu de société québécois qui va être édité. Parce que jusqu'à maintenant, ben presque. À quelques exceptions près, tous les jeux qui ont gagné le Plateau d'Or ont été édités. À quelques exceptions près. Mais d'ailleurs, maintenant qu'on est là, il y avait une question que je voulais te poser tantôt, mais on va essayer de la rapper rapidement. On y reviendra peut-être plus tard, mais plus tard dans un autre épisode, un autre jour. Mais le Québec, bon, ça se développe beaucoup, les jeux, tout ça, mais il n'y a pas encore une très grosse communauté d'auteurs qui sont prolifiques, qui sont actifs. Est-ce que le Plateau d'Or, ce genre d'initiative-là, c'est quelque chose qui peut aider à développer une espèce de communauté d'auteurs au Québec? Là? Je pense que j'ai vu les effets de ça commencer à se manifester depuis 2 ou 3 ans. On sent un groupe
de personnes qui de plus en plus se tiennent ensemble. Ouais, puis s'influence, puis s'aide, et aide à créer une espèce d'identité, peut-être, là, Ouais, vous êtes pas sans les connaître. Non, absolument, c'est ça, mais je voulais voir du point de vue d'un historien, comment ça se sentait. Non, je pense qu'effectivement, ça commence vraiment à prendre de plus en plus d'importance. Maintenant, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Ça pourrait peut-être arrêter sa progression l'année prochaine. Oh, il est alarmiste! Mais ça peut peut-être aussi devenir vraiment, vraiment très intéressant. Comme on a nos groupes d'auteurs en France, par exemple, qui se tiennent ensemble. Oui, ça peut être intéressant de voir ça. Bon, mais c'est sûrement un sujet qu'on aura la chance de revenir plus en détail. Qu'est-ce que ça prend pour que ça augmente, que ça arrive, parce qu'il y a des choses que l'industrie ou les intervenants peuvent mettre en place pour favoriser, dans le fond, l'éclosion de cette espèce d'état d'esprit-là. Le plateau d'art est un qui a favorisé ça fait plus de 10 ans. Évidemment, il y a d'autres initiatives qui sont venues, mais le plateau d'art est un des concours marquants là, à ce niveau-là. Puis, plus il y a de monde qui vont jouer, plus il y a de monde qui vont s'intéresser au jeu, plus il y a de monde qui vont s'intéresser à la création de jeux. Donc, moi, je suis pas inquiet que ça va continuer à augmenter. Après ça, je pense qu'il y a un petit problème peut-être de pas beaucoup d'informations, de formation professionnelle ou de façon de guider ces jeunes auteurs-là à rentrer. Donc, c'est peut-être un des petits points qui manquent qui pourrait aider l'effervescence un peu plus grande de ça et à cristalliser d'autres communautés d'auteurs. Mais je pense que, dans les prochaines années, ça devrait s'en venir tranquillement. Tout à fait. Une capsule de LSD pour tous les jeunes auteurs de jeux. C'est ça qu'on s'engage à vous fournir pour lancer votre carrière. Non, ça on reviendra une autre fois. Merci beaucoup, Pierre, c'est vraiment apprécié. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là et merci beaucoup d'avoir d'avoir tout préparé ça. Et tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Balado Ludique. Et sinon, en attendant, continuez à jouer. Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca et la musique est une gracieuseté de bensound.com.